vous souhaite déjà la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler en fait des découvertes des 3 types d'hypnose. Donc il y a 3 types d'hypnose. La première, c'est classique, c'est l'hypnose de spectacle notamment. On la retrouve aussi en hypnose médicale et en hypnose de rue. La deuxième, ça va être l'hypnose ericksonienne. Dans l'hypnose ericksonienne, donc on va voir en fait des différences et qui sont plutôt à vocation thérapeutique. Et la dernière, ma préférée, c'est la conversationnelle. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est celle qui est la plus fouine en version positive. C'est ce que vous avez vécu un peu la dernière fois. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'hypnose classique? Personne? Enfin, juste en tant que spectateur. Hein, D'accord, donc vous avez tous vu un spectacle d'hypnose. La question c'est, est-ce que vous y croyez totalement? Est-ce que c'est possible d'hypnotiser sur un claquement de doigts et de dire « dors » ? Oui. Bah oui, bien sûr. Donc on va voir comment ça fonctionne. Étienne, il sait que c'est possible. Rien qu'en claquant des doigts, ça pourrait lui rappeler des expériences qu'il a envie de vivre. Parce qu'il a déjà vécu l'hypnose classique. Donc il sait que sur lui, ça marche. C'est ça. Tu t'es collé les doigts. Alors quand on dit hypnose classique, c'est un type d'hypnose qui est très autoritaire, très directive. Et donc il faudrait faire un petit peu preuve d'autorité. Là, vu comme je suis habillé, alors on m'a dit plutôt à la cool classique. Donc là, en fait, je ne ferai pas peur. Une preuve d'autorité plutôt sympa dans le lien, non? Vous êtes d'accord? Je suis plutôt sympa et bienveillant dans le lien. Donc on peut se sentir rassuré. Ce que je vais faire, alors prenez quand même des photos, parce que c'est rare. Prenez vraiment des photos. Je vais m'habiller pour l'occasion. Je ne sais pas si ça va avec la chemise, on s'en fout, parce qu'en fait, je vais en avoir 3 de veste de costard. Est-ce que maintenant, ça change ma posture? Madame la RH. Vous me recrutez comme ça? Bon, le bleu avec le blanc et le... Je ne recrute pas sur le style vestimentaire. Mais... Vous recrutez sur quoi? La compétence? Sur la compétence. Ah. Et les talents? Aussi. Est-ce que vous recrutez ou est-ce que vous avez pensé à recruter sur les valeurs? Bien sûr, on en tient compte, oui. Vous savez que les valeurs, c'est le plus important au-delà des talents de la personne. C'est ce qui permet de donner du sens dans une entreprise et de permettre que les gens dans l'entreprise ou dans la vie se sentent plus heureuses. Vous savez qu'on a 4 émotions bases. La première, la joie. La joie. La deuxième, la tristesse. La colère. Et l'amour. C'est vraiment amour. Et la peur. Donc joie, tristesse, colère, peur. À chaque fois qu'on va toucher à une de vos valeurs, il va y avoir un petit mouvement de réaction qui va faire colère, peur, tristesse. Quand vous êtes en accord avec vos valeurs, il y aura joie. Qu'est-ce qu'il est bon de travailler dans cette entreprise? Qu'est-ce qu'il est bien d'être dans cette entreprise bienveillante? Qu'est-ce qu'on se sent bien dans cette salle? Prêt à rentrer sous hypnose? Totalement en confiance. En fait, ce que vous avez besoin pour fonctionner, c'est quelque chose en accord avec votre valeur. Vos valeurs, pardon. Donc ça pourrait être par exemple le respect, la bienveillance. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre, vous, pour fonctionner en termes de valeurs? Hein? Sécurité. Donc la sécurité que je mets dans cette conférence, puisqu'il va y avoir de l'hypnose, prenez exclusivement ce qui est bon pour vous. Je le dis pour vous consciemment, mais aussi pour votre inconscient. Vous prenez que ce qui est bon pour vous. Si je le répète une fois encore, c'est parti. Vous prenez que ce qui est bon pour vous. Ça va? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose que je n'aurais pas dit pour l'instant? Non? Alors, l'hypnose classique, il faudrait être un petit peu sérieux. Donc je le mets, moi normalement c'est plutôt mariage, événement atypique où je veux marquer le coup, enterrement, moyen. Même les rebelles, vis-à-vis de l'hypnose, ils sont aussi gagnants. Même quand on est un hyper résistant vis-à-vis de l'hypnose, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est cartésien qu'on ne rentre pas en état d'hypnose. Ça n'a rien à voir. Même quand on est en fait plutôt dubitatif, qu'on ne sait pas exactement où on va, au bout d'un certain temps, même le rebelle avec toutes ses résistances, en fait, il a aussi envie de lâcher prise. Hein. On est tous égaux vis-à-vis de ça. Vous êtes d'accord? Là, je n'essaie pas de vous forcer. Hein. Si vous voulez dire non, vous pouvez encore. Hein. On est d'accord? Hein? Ouais. Vous êtes d'accord aussi au niveau des RH? Donc du coup, j'ai mis ma veste. Si je voulais me la jouer, Monsieur Mesmer, pas le Mesmer qu'on connaît qui claque du doigt, actuel, mais le premier, à l'origine de tout, presque. Parce que vous savez que l'hypnose, on la connaît depuis les Égyptiens. Vous le saviez? Les chamans. Les chamans, ils n'avaient pas la veste de costard. Hein.
Par contre, qu'est-ce qui représentait le chaman avec, il faut imaginer, les plumes, la tunique, je sais pas, des pattes de, je sais pas quoi, de poulet, de lapin, je sais pas, il faisait une collection peut-être. À quoi il servait en fait dans la tribu le chaman? L'expert en suggestion. Ah, là, je t'ai touché, non? C'est la patte de poulet, non? À quoi il servait? Qu'est-ce que c'était sa fonction dans le groupe, le chaman? Ça pouvait être le psychothérapeute, ça pouvait être celui qui expliquait l'inexplicable, le lien à la nature, les récoltes, les moussons, les drames, et celui qui aussi influençait dans le lien. C'était peut-être le guérisseur. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y en avait deux dans la famille des chamans. Il y a eu le sorcier, il faut imaginer avec la pustule et tout, avec le grimoire, imaginons. Hein. Et lui, il faisait les sorts, et l'autre, parce qu'il faut faire bosser, il fabriquait le trou, et l'autre, en fait, il le rebouchait. L'un n'allait pas sans l'autre. Mais il faut comprendre que dans la tribu, ceux-là, en fait, on en avait un petit peu. La trouille. En fait, ils avaient un pouvoir d'influence assez grand. Et ça, c'est les premières fonctions, en fait, qui avaient de l'influence dans la tribu et qui posaient des suggestions. Après, on accélère le temps. Période des pyramides. Qui c'était l'hypnotiseur à l'époque, à votre avis? Les grands prêtres. Le grand prêtre, on imagine avec, c'est pas un sphinx parce que ce serait dur à faire en béton, mais c'était peut-être des têtes de serpent, vous avez déjà vu, avec le grand truc, et il arrive avec la toge, et tout ce qu'il dit c'est parole. De quoi d'ailleurs? Et c'était parole de quoi? Il croyait à quoi? Parole divine, allez hop. Donc lui en fait déjà il était dans l'hypnose, dans la suggestion, et c'était en fait encore une autorité, toujours pas de costard. Puis après on arrive à quelqu'un d'impressionnant. Le premier, 1779. Le premier et le vrai, Franz Anton Mesmer, médecin allemand, qui lui dit, l'hypnose ça existe, on parle d'hypnose classique, et il dit, il y a un fluide animal. Une fois que tu as posé ça, c'est le premier scientifique qui pose ça. Il dit, je vais m'approcher d'une dame ou d'un monsieur, je lui fais un petit coup de passe magnétique avec des aimants, coup de bol pour l'époque, ça marche. Rappelez-vous la théorie des 20%. Hein. Il y a 20% en fait, de personnes qui vont être réceptives à ce type d'hypnose, en termes de proportion, plus l'effet domino. Il vient avec ses aimants, il fait ça, la personne elle plonge, et il lui dit de faire ce qu'elle veut, ou ce qu'il veut, lui plutôt. Donc ça c'est Mesmer. Vous vous rappelez qu'il y en a un autre qui a pris ce nom, qui fait du spectacle. C'est-à-dire que dans l'inconscient, ce premier monsieur qui était médecin, principe d'autorité, il y a quelqu'un qui est peut-être son fan ou inspiré, qui fait du spectacle, qui a récupéré le nom de Mesmer aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Peut-être que c'était le premier like qu'il a posé, quoi. Un like d'outre-tombe. Après, si on va plus loin, on en prend un autre dans les principes d'autorité, toujours pas de costard. Hein. Et on parle de médecin. Et là, on va parler en fait de l'abbé Faria. Donc l'abbé Faria, pour ceux qui connaissent le comte de Monte Cristo, dans l'histoire, lui se retrouvait sur le château d'If. Et donc il était influent aussi, dans l'histoire. Par contre, lui en fait, c'était donc quelqu'un qui avait vécu en Inde, un prêtre, et ce qu'il faisait, c'était l'imposition des mains, pour imposer les guérisons. On le retrouve dans le livre sacré. Là, je parle de la Bible. Imposition des mains, il chassa les démons. Sur le principe de l'hypnose, on pourrait dire que c'est de la suggestion. Donc là, on a un autre principe d'autorité. On est passé du chaman, on est passé par le grand prêtre, c'est ça? Avec le grand bâton. On est passé par le médecin, on arrive à l'abbé Faria, et après on arrive à Brede, un Écossais. Vous arrivez à imaginer un Écossais? Vous savez à quoi on différencie les vrais Écossais des faux? Quoi? J'aime bien quand Jean-Baptiste il parle à voix haute. Un vrai Écossais, il a un accent. Alors là, ça me permet de rebondir sur un autre type d'hypnose, c'est que quand vous riez, ça va apaiser tout ce qui est défense. On ne peut pas rire et résister, on est d'accord? Donc quand vous vous détendez, je vous le dis, il y a de la place pour les suggestions derrière. Donc si le gars, il faisait en plus exprès, de manière calculée, de faire une blague carambar au milieu, c'est un hasard. James Brede, lui, est donc médecin, et il s'occupe en fait de tout ce qui est plutôt champ de bataille, anesthésie d'origine un petit peu les problèmes médicaux. Il fait des anesthésies par point fixe, c'est-à-dire qu'on observe, on fixe une lampe ou un doigt ou les yeux de quelqu'un pendant un certain temps. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez peut-être vécu. On rentre en transe.
Et lui pratiquait ça, et après, on va couper dans le vif, quoi. Donc c'est le premier qui faisait des anesthésies. Et ce qu'il parlait aussi, donc il s'était aperçu d'autre chose, là on n'était plus dans le fluide magnétique, le fluide magique, c'est s'est aperçu qu'il y avait un lien entre le thérapeute et le client, le patient et le thérapeute. Il y avait quelque chose qui se jouait. Et là, il était déjà en train de l'intuiter. Puis après, on arrive encore à la French Touch. Ambroise Auguste Liébaud, petit médecin de campagne, français, rebouteux. Et là, lui, pratique l'hypnose à foison. Il a des bons résultats. Et puis, il a son pote, Hippolyte de Bernheim, qui est prof à l'école de Nancy, en parallèle, concurrent direct de l'école de la Salpêtrière. Donc, l'école de Nancy et l'école de la suggestion. Et il dit, Hippolyte, dis Ambroise. Et il lui dit, bah, tu devrais t'intéresser à l'hypnose parce que ça marche grave. Quand il dit ça marche grave, pour ceux qui font de la PNL, ils disent, ah tiens, c'était un kinesthésique. Parce qu'il parle avec un langage comme ça. Donc Hippolyte, tu fais, ah, tu vois, je vois bien à quoi ça pourra nous servir, on va commencer à faire un traitement par la suggestion. Et donc il prend à bras le corps le sujet de l'hypnose, et ce cher Hippolyte, il crée l'école de Nancy qu'on appelle l'école de la suggestion, et le premier terme, qui est le soin par la suggestion, et qui est le mot psychothérapie. Donc ça, c'est un peu un héros. Je vous demande de l'applaudir. Et à côté, on met son concurrent direct, les Parisiens et les Nancéens. Normalement, c'est les Parisiens et les Marseillais. Et on sait qu'au foot, c'est qui gagne? Non, c'est Lyon. Quand même. Donc du coup, on a deux concurrents directs. Donc Jean-Martin Charcot, qui lui est neurologue et prof à cette école de la Salpêtrière, et monsieur Hippolyte de Bernheim, que j'aime bien aussi, hein. Il faut les imaginer un petit peu à l'ancienne, avec les yeux, la veste, médecin, c'est sérieux, et qui commence à se tirer dans les pattes. À qui sera le meilleur? À votre avis, c'est lequel le meilleur? Moi, quand je les regarde comme ça, j'ai mon avis. C'est Charcot dont on a entendu le plus parler. Charcot, c'est celui qu'on a mis le plus en lumière. Parce qu'à la Salpêtrière, lui, travaillait sur l'hystérie. Vous connaissez l'hystérie, les principes, hein? Un petit peu, ça vous parle le mot hystérie? Donc il a créé un pandémonium. Oh, ça fait flipper, là, des coups. Et donc il prenait des patientes et des patients hystérie, il les plongeait en transe, et ce qu'il disait, c'est en fait, c'est comme si, c'était de la métrie qui disait ça, c'est comme si on avait l'homme-machine incarné. Quand il plongeait quelqu'un en transe, il avait l'automate, l'inconscient, et la personne, en fait, bah, elle répondait, il fait lève la main, elle lève la main, à tous les ordres, à toutes les suggestions. Donc lui, il a étudié les patients hystériques. Et coup de bol, à la Salpêtrière, c'est qu'il a reçu un grand nom, le cher Sigmund, qui lui étudie 29 ans. Vous connaissez Sigmund Freud? Un grand nom. Qui va étudier chez Charcot et qui lui est fasciné. Vraiment, là, il tombe des nues, des cieux, il arrive, petit jeune, il étudie chez Charcot, il fait « je suis impressionné ». D'ailleurs, là, on a une petite lettre de ce cher Freud, qui stipule, puisqu'il a étudié 6 ans chez lui, et je cite, donc je le cite en français dans le texte, donc il écrit à Martha Bernet le 4 novembre 1885, on remonte dans le temps, et dit « Charcot est tout simplement en train de démolir mes conceptions et mes dessins. Bordel, non, ça je le rajoute, aucun homme n'a eu autant d'influence sur moi. » Vous imaginez la puissance du truc? Lui qui étudiait le transfert après, il est en plein transfert avec son idole, M. Charcot. Et après, il y en a un deuxième qui est pas mal, dans la lettre à son pote Fliss, donc c'est le 28 mai 1888. Il était marrant, hein. On ne l'imagine pas marrant, hein, Freud, hein, quand on le voit dans les trucs avec le cigare. Et en fait, bah, c'était marrant. J'ai en ce moment allongé devant moi une dame sous hypnose, et je puis donc tranquillement continuer à écrire. Oh la classe! En gros, il reçoit un patient, il a plongé en transe, il n'a pas en fait l'ordinateur à l'époque, mais donc il continue d'écrire à ses potes. Donc finalement, en fait, moi, ça le rend plus humain, le bonhomme. C'est-à-dire qu'il y avait des doutes, et puis il vivait le truc, et puis il a étudié avec un grand bonhomme qui était aussi impressionnant. Alors, quand je vous dis impressionnant, il y a le costume. Là, je le prenais en mode rigolade, hein, le costume physique, mais ça peut être aussi une posture. Une posture d'autorité, un médecin, un chef, quelqu'un qui parlerait des diplômes, ce qu'on appelle un principe d'autorité. Dans l'hypnose classique, ça va jouer. Si vous regardez l'hypnotiseur de spectacle, Mesmer, ou tout autre hypnotiseur de spectacle,
généralement, c'est quoi leur posture? Être plutôt autoritaire, droit dans les yeux, fixe ce point des ordres, et souvent, en fait, il y a le petit costard ou quelque chose qui rappelle, en fait, l'autorité. Vous regarderez quand vous regarderez un spectacle, maintenant. Et puis, il y a aussi l'effet de groupe, la pression sociale. Vas-y, mon chéri, c'est toi d'abord. Je regarde d'abord. Il y en a qui veulent voir d'abord quelqu'un plonger en état d'hypnose avant de le faire? Il y en a combien? Pour être le premier, ça t'embête pas? De faire, tu veux dire? Ouais. Non, si, ça me dérange un peu. Ouais. Tu préfères voir d'abord? Ouais, je préfère. Pour ceux qui me connaissent, j'ai mis ma tenue de fouine. Et là, en fait, bah, je vous ai dit, il y en a qui préfèrent voir quelqu'un plonger en état d'hypnose avant de le faire eux-mêmes. Ah oui, 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 moi. En fait, vous acceptez le package avec toutes les clauses du contrat. C'est oui, 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 je vais le faire, mais après quelqu'un. Donc là, j'ai toute une liste d'attente. On ne sait pas encore qui est le premier, mais ça pourrait être toi, du coup. Parce qu'en fait, là, tu viens de me dire, sur le coup, c'est... Je t'ai pas laissé. Ouais, je pourrais y aller, mais j'hésite encore. Qu'est-ce qui te fait basculer dans la décision d'y aller? Parce que moi j'aime bien avoir un temps, en tous les cas, d'observation, d'intégration avant d'expérimenter quelque chose. Mais c'est mon truc, après, tu vois. C'est la première fois que tu te décides peut-être à changer ce mode de fonctionnement. Ah non, non, non. Ah bon? Vous l'entendez? T'as pas l'impression d'être influencé? Si, là, oui. Mais au fond, je sais ce que je pense et j'ai rien à prouver là pour l'instant. Ah, t'as rien à prouver. Si tu veux y aller, tu veux t'asseoir tout seul, plonger en transe, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de moi. On appelle ça l'auto-hypnose. Laissez-moi tranquille, je me fais mon petit plaisir solo. Tu vois, je peux le faire. Donc là, du coup, t'en as vu un. On met en transe. Donc ça, méfiez-vous du rire, hein, c'est dangereux. Parce que quand vous riez, je vous le redis, toutes les défenses psychiques s'affaissent. Ça va être... Mais ça pourrait être vous aussi. Vous le savez, vous. Hein. On va pas faire deux fois le même truc. Hein. Du coup, il faut imaginer qu'après Sigmund Freud, on a déjà en fait tout un petit effet que l'hypnose en France, c'est vraiment le truc des Français. Ils sont bons, ça commence à se disperser de par le monde. Et là, on a un pharmacien. Alors si je me rappelle bien, il est de Nancy aussi. Et ce pharmacien, hein, Émile Coué, la méthode Coué. Vous connaissez? Hein? Ouais, j'imagine, je vous le fais. Ça fait mal, donc je mets un coussin. Je vais bien, tout va bien. Et du coup, c'est vrai que ça finit par rentrer dans la tête. Et en fait, c'est de l'autosuggestion. Et donc, ce qu'il fait, c'est le premier qui fait ce type d'activité, c'est qu'il commence à se développer. Il fait la France, il fait peut-être la Belgique, je suis plus sûr de mon goût. Il fait Londres, les États-Unis. Et là, quand il fait les États-Unis, on s'aperçoit qu'il commence à planter des graines, il porte la bonne parole. Pharmacien, hein, donc aussi domaine médical, vous l'entendez. Donc il y a encore le principe d'autorité. Ah, tu veux le costard? Côté France, on continue. Pierre Janet, fondateur de la psychologie clinique. Et ce fondateur de la psychologie clinique, lui, il commence à adapter à tout ce qui est trauma. Donc comment on gère les traumatismes, et notamment par la suggestion et par l'hypnose. On est passé par Sigmund Freud, Charcot, Hippolyte de Bernheim, Monsieur Coué, qui diffuse la bonne parole aux États-Unis. Et là, il y a un petit temps, en fait, dans le monde de l'hypnose. On vit sur nos acquis. Il y a d'un côté la French Touch, hypnose classique. Le costard, je te crie dessus, pas que. Dors, je le veux, qui ne marche pas avec tout le monde, mais principe d'autorité. Donc là, je vais quand même retirer, ça marche même sans le costard. C'est juste pour vous faire peut-être rire, ça n'a pas marché. Mais du coup, en fait, c'est pour vous rappeler qu'en fait, quelqu'un qui serait autoritaire, charismatique, ou qui jouerait sur les diplômes, ou quelque chose qui représenterait l'autorité, il aurait plus de facilité à faire partir quelqu'un en hypnose classique. Donc, je la retire, parce que sinon, je ne vais pas être très à l'aise pour faire plonger quelqu'un en état d'hypnose. Il faut le rattraper, que la personne elle tombe. T'imagines, avec un costard, je vais le craquer. Je vais en avoir 2 ou 3, pas plus. Et j'ai pas l'intention de le craquer. Comment vous sentez quand on a fait cette première introduction, avant l'expérience d'hypnose? Tranquille. Il n'y a pas eu beaucoup de suggestions de poser, consciemment. Non? Comment vous sentez au premier rang? Ouais. Alors, on va d'abord faire une expérience de classique, l'hypnose classique. Vous savez que c'est pas pour tout le monde. Par contre, il y a l'effet de volume. Et puis là, j'ai commencé à vous saupoudrer.
tel un marchand de sable. Vous connaissez Prenez les gros nounours? Et donc là, il faudrait l'entendre. Et puis là, on sait que normalement, quand on l'a vu au moins une fois, ce truc, on sait que c'est la période où le marchand de sable va passer. Il va nous saupoudrer encore un peu. Il y en a qui vont flotter un peu comme des bambous. Pas maintenant, hein? Ça va? Comment tu le sens quand je discute? Alors, je vais vous demander à tous ceux qui veulent vivre l'expérience d'hypnose classique. C'est le même type d'hypnose que l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire avec bienveillance. Hein. Là, je vais faire en aucun cas la poule, la grenouille et tous les animaux de la ferme. Là, je le dis vraiment. Hormis que ce soit le délire de la personne qui a envie de faire ça pour se sentir plus confiant, mais généralement, ce n'est pas le cas. Par contre, on va pouvoir mettre quelqu'un, faire plonger dans l'état d'hypnose et voir l'automate, comme faisait Charcot. Par contre, ça ne marche pas avec tout le monde, c'est à peu près 20%. Par contre, là, depuis tout à l'heure, je vous mets beaucoup de suggestions, on est d'accord, hein? C'est Christophe, toujours. C'est ça. Ouais. Tu m'as dit qu'il fallait voir quelqu'un entrer en état d'hypnose. Je te l'ai fait. Tu pourras voir quelqu'un d'autre, et après, tu pourras plonger. On est d'accord? À ton rythme. En fait, le lâcher-prise, il y en a, ils pensent que c'est binaire, c'est... Tac, je vais lâcher. Ah non, en fait, c'est quelque chose de progressif. Vous avez tous vécu quelque chose, en fait, une détente progressive. Vous n'allez pas lâcher tout d'un coup, à moins que vous soyez vraiment tendu, et là, vous lâchez. Mais là, c'est carrément, ça s'assoupit, quoi. Ça va? Alors, pour ceux qui veulent vivre l'expérience de classique, levez-vous. Les courageux. Super. Il y en a pas mal de courageux aujourd'hui. Profitez, hein, c'est une expérience inédite et bienveillante. Alors, imaginez que je deviens l'homme charismatique, avec la voix qui impressionne, dans les jeux, un costard, ce que vous voulez. Et là, je vais vous demander de serrer les pieds. Voilà. Il n'y a personne qui veut se joindre en plus? Aucun regret? Derrière, non? Ça va? Que du positif, hein? Alors moi, je me demande, j'ai déjà ma petite idée, parce que je vois qu'il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est déjà désigné, qui a dit « ça va être mon... c'est juste mon moment, j'en ai tellement envie ». Et de l'extérieur, d'ici, on le voit. Il y en a qui commencent déjà à tanguer depuis tout à l'heure. Vous en avez déjà aperçu? Alors, ce que je vais vous demander, c'est de serrer les pieds et de fixer un point face à vous. Ça peut être le doigt, ou ça peut être une lumière, ou encore autre chose. Et je vais poser une sécurité, c'est que vous prenez que ce qui est bon pour vous, et que vous rentrez dans cet état d'hypnose naturellement, tout en restant debout. Et au plus vous fixez ce point, au plus vous allez sentir quelque chose qui se passe au niveau du corps. Au plus vous pouvez sentir comme une oscillation à chaque respiration. Et quand vous sentez prêt, consciemment, vous fermez les yeux. Voilà. Et quand vous fermez les yeux consciemment, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois que je parle, de plus en plus, quand je parle, vous rentrez dans cet état qu'on appelle l'hypnose. Et vous pouvez vous laisser porter par ma voix qui vous accompagne et le corps commence à balancer. Et je me demande s'il balance en avant ou en arrière. Et au plus simplement vous entendez ma voix, au plus vous rentrez dans cet état. Un état agréable, en fait, qui crée un état de flottement au niveau d'une des mains. Je me demande si c'est la main droite ou la main gauche. En tout cas, à chaque claquement de doigts, vous allez sentir qu'en fait, il va y avoir un mouvement d'oscillation qui se met en place à chaque respiration. Juste une envie de plonger de plus en plus profondément. Un état agréable dans lequel vous rentrez. Voilà, tranquillement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Vous tendez les mains devant vous et vous retournez la main droite vers le ciel. Ok, c'est d'accord. Donc la main droite vers le ciel. Je vous demande de refermer les yeux. Et vous imaginez que dans cette main droite, on va mettre une pile de livres. Dans cette main droite, c'est une pile de livres. Des livres très très lourds, hein, des livres vraiment, des grands dictionnaires, voire des encyclopédies. Et dans l'autre main, en fait, on va suspendre un ballon à l'hélium. Un ballon à l'hélium dans une main, et de l'autre côté, en fait, quelque chose de lourd. Lourd d'un côté, léger de l'autre. Et à chaque claquement de doigts, vous plongez dans cette expérience agréable. Et au plus vous plongez, au plus vous vous détendez, au plus les mains commencent à se mouvoir dans l'espace, une perception de temps altérée, un état agréable, comme si vous rentrez dans votre propre spectacle intérieur. Un état agréable à chaque claquement de doigts. Vous observez cette différence. Vous pouvez ouvrir les yeux, voilà, tranquillement.
Ok? Vous tendez les bras et vous faites un petit pistolet hypnotique. Vous serrez bien fort. C'est la première fois que tu fais un pistolet hypnotique? Attention, le numéro aussi est chargé. Je fais gaffe alors. Et du coup, vous rapprochez ces mains de vous, vous chassez tout l'air et vous regardez ces doigts de toutes vos forces. Vous mettez tout votre esprit dans ces doigts et au plus vous fixez, au plus vous allez vous apercevoir que quelque chose va se passer. Vous écartez les doigts et au plus vous essayez d'écarter, au plus les doigts vont se rapprocher à chaque claquement de doigts. Et s'ils sont déjà rapprochés, c'est qu'ils vont complètement se verrouiller. Au fur et à mesure que vous les fixez, au plus les doigts se rapprochent et au plus les doigts se rapprochent, au plus ils se verrouillent. Simplement, ils ont juste une envie, c'est de se verrouiller. Et au plus vous essayez de les déverrouiller, au plus ça va verrouiller de plus en plus. Finalement, vous avez le choix entre les verrouiller ou les souder ou même les fusionner. Voilà, simplement, et vous pouvez essayer de les écarter et ils collent de plus en plus. Voilà, là vous pouvez essayer de les retirer, vous pouvez. Ça va? Qui avait les doigts collés? Super. Je vais vous faire venir là, dans cette rangée. Ah, je suis désolé, vous avez choisi. Venez là. Approchez-vous. Alors, je vais vous mettre en ligne. Approchez-vous, ouais. Je vais rapprocher un petit peu. Pour quelqu'un qui me connaît direct. Champion. Alors, on est d'accord que j'ai pas mis de colle sur vos doigts. Je suis pas venu avec de la glu et ça a marché pourtant. Comment vous sentez quand vous rentrez dans cet état d'hypnose? C'est plutôt agréable. Hein? C'est agréable. Moelleux. Comme dans un brouillard, mais c'est pas désagréable. Comme dans un brouillard. Alors souvent, quand il y a des personnes qui me disent comme dans un brouillard, c'est un petit peu comme dans le chat d'Alice. Vous avez vu en fait le chat. On fixe les yeux, on voit que les yeux et le sourire. Ça commence par le brouillard. Et là, tu vas me voir peut-être avec des oreilles de chat, je sais pas. Et ça, ce serait vraiment de l'hypnose de spectacle. On va pas le faire maintenant, hein, on est d'accord. Ça va, tranquille? Ok. Et toi? Ah, agréable, connecté. Connecté à ta partie intérieure. Ouais. D'accord. Ok. Et toi? Bien. Et toi? Oui, bien. Alors là, je vais vous demander de vous rapprocher et juste de coller une épaule à l'autre. Ah oui. Ça, c'est adorable. Non, en fait, on peut coller un bras. Alors, regardez ce qui va se passer. Ça va être assez intéressant, c'est que vous allez serrer les pieds, pareil, et vous devenez comme des bambous. Et des bambous qui sont tous collés à un gang de bambous, quoi. Tous collés les uns aux autres, on peut souffler dessus, comme des roseaux, par exemple, ou des bambous. Ça marche mieux avec des roseaux, mais on fait pareil. On va souffler, et vous allez vous sentir partir peut-être en avant ou en arrière. Alors bien sûr, en fait, on sait que le bambou, il reste toujours au sol. Et par contre, il peut bouger. Hein. Ça peut faire un peu à la Michael Jackson. Vous avez déjà vu les clips de Michael Jackson? Ah, ça commence. C'est toi qui commence. Je pensais pas que c'était toi. Ah là là, regardez, je vais claquer les doigts et vous allez vous sentir danser le moonwalk un petit peu. Voilà. Alors ça peut être un fou rire qui déclenche le fou rire des autres. Moi, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que si par exemple j'appuie là, je souffle ici, attention. Voilà. On va le faire de l'autre côté, il n'y aura pas de jaloux. Collez-vous bien. Regardez, je vais souffler sur le bambou, je claque des doigts, ça souffle de plus en plus. On est dans le Mistral marseillais, et là, la tramontane ou tout ce que vous voulez. Voilà, super. Laisse-toi porter. On souffle encore un petit peu, on va faire le mode tornade. Ouais, tu as vu que la tornade, elle est plus là-bas. Ça va le chat? Ouais? Tu le vois déjà ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Qu'est-ce que tu vois le plus, les yeux ou la bouche? Ta bouche. Là, tu les vois les yeux maintenant? Ouais. Ça fait quoi? Tu vois les petites oreilles ou pas encore? Pas encore. Comment vous sentez quand vous rentrez dans cette expérience d'hypnose? Regardez. Je te rattrape quand même, sinon c'est juste de la suggestion. Donc ça veut dire que vous êtes très suggestible. Alors c'est très bien pour guérir, ou pour avancer. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, dans la vraie vie, bon, là c'est aussi la vraie vie, hein, mais du coup dans un contexte où on n'est pas sûr qu'il y ait tout le temps la bienveillance, c'est de croire surtout en vous. Et de vous poser des fusibles, des sécurités.
Genre, je prends que ce qui est bon pour moi, je crois qu'à ce que j'ai décidé vraiment consciemment, et de vous le poser. Parce que là, du coup, on pourrait vous coller les mains sur une chaise, ou n'importe quoi, ou les pieds au sol. Il y a une personne, on lui a fait la dernière fois comme ça, rien qu'en le disant, elle sentait que ça s'enracinait comme des racines profondes dans le sol. Qui c'est qui sent les pieds déjà collés? Il y a combien de personnes qui lèvent la main pour dire c'est collé, de plus en plus collé? Ouais. Qui n'a pas les pieds collés? Ok. Ah ouais, carrément. Donc ceux qui n'avaient pas les pieds collés, vous pouvez vous rasseoir. Ah non, c'est dégueulasse. T'es sauvé là. Ton prénom c'est Aurore, Laetitia et Nigun. Nigun. Bon, Nil, c'est plus court. Nil, Ouais, comme donc le cadeau. dernier arrivé, premier servi. Cadeau, hein. Super. Tu sentais que tu allais rentrer en état d'hypnose aussi rapidement? Je sais que je peux rapidement rentrer en état d'hypnose. Alors là, c'est ce qu'on appelle un pré-talk. C'est je vais expliquer ce qui va se passer et ils vont le réaliser. Donc je vous explique. En fait, je vais prendre la main d'une personne, je vais la tenir dans la main comme ça. Attention, toi, ne pars pas en transe maintenant. Parce qu'en fait, on voit les pupilles qui se dilatent. Et du coup, un signe de dilatation de pupille, c'est quelque chose qui signifie que la personne elle est en train de se barrer. Elles sont toutes belles avec leurs pupilles dilatées. Moi, j'ai une personne qui m'a dit là récemment en séance, je pense que ça marche pas avec moi l'hypnose. Hein. J'ai les paupiilles ouvertes. C'était mignon, c'était mignon. Donc du coup, comment vont vos paupiilles? Je sais pas de vous embrouiller. Ça va? Je sais pas, oui, ça va. Ouais. Oui. Vous sentez pas que les paupières elles deviennent de plus en plus lourdes à mesure qu'on en parle? Ça va toi? Les paupières, oui. Les paupières. Comme si les paupières elles ont juste une envie, c'est de se fermer progressivement. À moins que ce soit le corps qui devienne lourd. Qu'est-ce que c'est qui devient le plus lourd? Le corps ou les yeux qui se ferment? C'est le corps. Ouais. Ça s'appelle un double lien. Je vous laisse le choix entre deux options. Le corps qui est lourd. Tu veux choisir quoi consciemment? On peut changer encore. Hein? Vas-y. Non, pas non. Ok. Ça te va le corps lourd? Oui. De plus en plus lourd? Oui. Ouais, tu vas te libérer de plein de choses. C'est bien, non? Ah bah oui. Ok. Comment tu te sens? Collé au sol. Normal. Et toi? Lourd aussi. D'accord. Donc là, en fait, c'est une suggestion qui est passée d'une personne à l'autre. Ce qui se répand le plus, à part le pollen, avec les abeilles qui travaillent, qui vont d'un côté de l'autre, c'est les croyances. Quand on pose une suggestion à la machine à café, dans l'entreprise, par exemple, on ne fait pas d'hypnose en claquant des doigts. Hein. Ouais, t'as vu, le chef, il est comme ça. Ah oui, j'avais pas fait attention. Je vais regarder le chef, il est comme ça. Ah bah ouais, t'as raison, je vais le dire aux autres. Ça, c'est des croyances. Donc on est en train de fertiliser l'inconscient avec des suggestions plutôt amusantes, ludiques. Vous avez toujours les pieds collés? Si je fais des efforts, je peux les aider. En fait, c'est comme si t'as plus envie de faire des efforts. Ouais, non, ça. Encore une suggestion. Bah, laissez-vous aller. Et maintenant, on va mettre une suggestion en plus. Alors, je vais vous l'expliquer pour que ça se réalise mieux avec elle. Ce que je vais prendre, c'est une main. Je sais pas si je prends la main droite ou la main gauche. Puis je vais faire des petits papillons hypnotiques. Parce qu'on a parlé des abeilles et des fleurs. Papillons, c'est bien. Ça symbolise aussi l'épanouissement, la transformation. Et ça va permettre à chacun de se sentir mieux. Et je me demande qui c'est, en fait, en premier, qui va se sentir le mieux. Vous le savez, vous? Pas d'idée. Hein? Vous n'êtes pas prête à faire des paris, hein? Ou prêt? Là, d'ici, je le vois. Qui c'est qui va se sentir mieux? Ça va, Étienne? Alors, je vais faire mes petits papillons hypnotiques et à un moment donné, je vais tirer brièvement et rapidement la main. Et je vais dire dors. Et la personne, elle va dormir. C'est pas vraiment dormir, en fait. Oh, c'est vraiment doux, en fait. C'est vraiment quelque chose qui fait comme ça. Et en fait, alors bien sûr, puisque vous avez les pieds collés, ça va être vraiment comme ça. Vous avez les pieds collés, ça va faire. Mais par contre, c'est vrai que c'est impressionnant de l'extérieur, parce qu'en fait, là, tu sentais que le corps était déjà lourd. En fait, naturellement, il a envie de s'affaisser. Tu le sens? Peut-être plutôt vers la partie haute que la partie basse. Ah, un peu des deux. Par contre, les pieds restent collés. Hein. Alors, on pourrait essayer. Regarde, je te décolle les pieds. Ah, c'est cool, vas-y.
Je les resserre. Bon, vas-y, viens juste face à moi, on va voir. Vous pouvez regarder ce que ça fait. Regarde ce que ça fait quand je commence à faire les papillons. En fait, au plus tu fixes les yeux, tu peux les suivre. Voilà, simplement. Et tu as juste envie, en fait, c'est de rentrer dans cet état d'hypnose. Et juste une envie, c'est de rentrer, de te laisser aller dans un état de flottement. Et tu es en train d'y rentrer. Voilà, super, un état agréable. Et tu rentres dans cet état agréable qui s'appelle l'hypnose. Et là, en fait, je vais relâcher cette tête qui est agréable. Et tu vas sentir que cette main, celle-là, elle est comme figée dans l'espace et le temps. Il va falloir juste que je claque des doigts et elle est figée dans cette position. Voilà. Et c'est un peu comme on disait avec Charcot, c'est que là, on a l'automate. C'est-à-dire qu'il y a la personne, ici, et en même temps, on a la main. Et là, en fait, on pourrait perdre toutes les sensations, si on faisait comme James Brad, sur l'une des mains. C'est-à-dire que même si on touchait cette main, on ne la sent plus durant l'expérience. Aucune sensation. C'est comme si à chaque fois qu'on essaie de toucher, c'est, oui, au pire, ça nous effleure comme une plume. C'est comme si on avait un gant de boxe. Quand on touche un gant de boxe, même si on appuyait très fort, hein, bah, du coup, en fait, on ne sent plus parce que c'est un gant de boxe. Ça pourrait être une légère pression, mais en fait, on ne sent plus rien. Et c'est comme ça qu'ils faisaient les anesthésies. On pouvait appuyer très fort sur le gant de boxe et on ne sent rien du tout. Et là, en fait, elle pourrait dire « Ah, je sens encore ». Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre carrément un plâtre, quelque chose qui fait qu'en fait, on ne sent plus rien au niveau de ce bras, et de s'apercevoir qu'au plus elle pense à ne plus sentir, au plus elle ne sent plus rien, ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme si elle était protégée, comme si tout ce bras, il était dans du coton. Un état agréable, ça peut te faire sourire, puisqu'en fait, quand ce bras, il rentre dans le coton, c'est vraiment doux. Ce qui fait qu'en fait, même si on essayait de toucher le coton, ben, on s'aperçoit qu'en fait, on ne sent plus du tout. C'est comme si c'était un état de flottement. Et naturellement, on pourrait faire aussi quelque chose avec l'automate, c'est qu'à chaque fois qu'on claque des doigts, c'est comme si on a une petite poulie et on soulève la main. À chaque claquement de doigts, c'est comme si la main, elle a juste une envie, c'est de commencer à soulever cette main de plus en plus légère, comme si l'automate, il a juste une envie, c'est d'essayer de continuer à lâcher prise à son rythme. Et au plus il essaie de le faire difficilement de ce côté, au plus l'autre main commence à le faire. Et ça peut même nous surprendre. Ce qui fait que progressivement, à mesure que cette main qui se soulève, vous devez le voir, hein, vous pouvez même l'encourager. C'est un état d'apaisement puisqu'on travaille sur le lâcher prise, t'es d'accord? Et il y a juste une envie, en fait, c'est d'ouvrir les yeux, de rester dans cet état et de dire ce que tu ressens comme ça. Là, je me sens conne. Alors du coup, on retire ça. Mets-toi dans la position où tu te sens bien. Ouais, c'est pas avec cette main. C'est avec laquelle? C'est plutôt l'autre? Je me sens bien dans cette main. Hein. D'accord. Mais... Alors, on imagine comme ça, on se libère de cette sensation qui était... Non, c'est monotone, c'est pas mal. C'est Mais bon. j'avais juste la main comme ça, c'est un peu bizarre. Ah oui, c'était pas facile. Ça aurait été mieux comme ça. Ouais, peut-être. Je me retourne. À qui tu as envie de dire pause pour voir à qui ça marche? Emile. Vas-y. Alors, je fais attention, c'est que je te retiens. Voilà. Elle va le dire, tu vas voir ce que ça va faire. C'est peut-être une manière différente. Hein. Pause. Je vais soulever cette main. Et là, tu rentres dans l'état d'hypnose à ta manière. Et on va voir ce que ça fait. Je me demande quelle est la main qui va se détendre la première. Tu rentres dans cet état. Voilà. Et maintenant, on dit lecture. Comment tu te sens? Bien. C'est agréable, hein? Ouais. Donc là, c'est l'hypnose classique, c'est des suggestions directes, c'est plutôt spectacle. Donc je vous remercie parce que c'est pas évident de le vivre. Vous avez vu qu'en fait, c'est l'automate, il faut le programmer. Là, on le fait de manière un petit peu rapide. Mais souvent, ce qui est important, c'est que quand on fait plonger la personne, elle n'est pas forcément très loin en état d'hypnose. Tu pouvais en sortir, hein? Oui, très facilement, Ouais. je pense. Très facilement. Mais en fait, ce que dit la personne, souvent, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas en sortir. C'est je sais que je peux, mais j'ai pas envie. C'est comme par exemple quand tu as une personne, on lui dit elle a toute sa main. Tu es d'accord, tu l'as, hein? Oui. Et elle a plusieurs doigts. On les sait très bien les noms des doigts. Mais il y a souvent un, c'est comme les 7 nains, qu'on oublie. Moi je sais pas lequel tu vas oublier. Les 7 nains, on les connaît, on en oublie tous un. Il y en a un, c'est grincheux, dormeur. Joyeux. C'est lequel qu'on oublie? Joyeux. Ouais, donc on a grincheux, dormeur, joyeux, Simplet. simplet, prof. D'accord. À ton avis, c'est lequel qu'on a oublié le prénom?
Vas-y, essaie de les dire. Et on va voir celui que tu as oublié. Attends, des noms? Non, bah, je sais pas. Non, ça se trouve c'est simplet que tu as oublié, mais ça se trouve c'est un autre. Vas-y, dis-moi le nom des doigts. Des doigts? Ouais. Qu'est-ce que c'est qui te vient le premier Le truc? pouce, Ouais. le majeur. Là, tu peux t'en rappeler. Il y a l'auriculaire et l'annulaire. Et celui-là, maintenant, tu t'en rappelles. Non. C'est gênant, tu le connaissais quand même avant de venir. L'index. Non, c'est celui-là. Ah, elle n'avait pas dit l'index. Alors là, on les a mélangés. Ouais. Là, je te les rends, mais dans le désordre. En fait, t'as des grosses lacunes dans les écrits. Non, je peux. Tu venais pour travailler à l'anatomie. Alors vas-y, on les a mélangés, c'est quoi maintenant? Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. T'as vu, c'est la galère, hein? Maintenant, tu t'en rappelles. Comment vous sentez? Maintenant, on a fini la partie classique. Ça va, Laetitia? Ouais, bien? Ça t'a surpris ou comment tu te sens? Non, ça va. Ouais, vous revenez à vous là? Ouais. Vous sortez d'hypnose? Ouais. Ouais. Bah, on peut les applaudir. Hein. Alors, ensuite. Donc là, vous avez vu de l'hypnose classique, c'est de l'hypnose de spectacle. C'est des inductions plutôt directes. Là, vous avez dû vous apercevoir, je le fais quand même de manière bienveillante, au sens où je propose des solutions de sortie. Pour que la personne ne se sente pas stressée. Par exemple, l'Aurora, elle me dit, là, je me sens comme une... C'est pas cool, quoi. Bah ok, on retire la main, on n'est pas dans le spectacle, on était vraiment dans le classique. Voir une main qui se lève, une sensation éventuellement de flottement ou molletonneuse. On pourrait changer la perception des sens, on pourrait favoriser une amnésie, une distorsion du temps. Il y a des personnes, quand elles regardent un film, ou qu'elles écoutent quelqu'un qui parle depuis un certain temps, elles se disent « Waouh, c'était tellement fascinant, j'ai l'impression que ça faisait un quart d'heure ». Ça vous l'est déjà arrivé quand vous étiez, par exemple, au cinéma. Vous regardez un bon film, vous êtes devant l'écran, vous rentrez dans le film, vous êtes dedans, quoi. Comment tu te sens, Bill? Ah ouais, ça va, ça va. Ouais. T'as les yeux quand même un petit peu... les pupilles. Mais ça, c'est la fatigue de la semaine. Marchand de sable. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la partie classique ou c'est bon? On peut basculer sur une autre? Ça va, Étienne? Comment tu te sens, toi? Je sentais qu'on ne touchait pas. C'était quoi? C'était atténué ou c'était normal? C'est atténué. D'accord. Alors, ce type d'hypnose, on peut faire de l'éricksonien au niveau médical en termes d'anesthésie et on peut faire du classique. Là, c'était classique, suggestion directe. Si on t'entraîne, par exemple, à faire une anesthésie, peut-être que ce bras, tu le sens plus du tout. Mais on vérifiera avant de faire un truc. Là, on est devant une salle, il y a du monde. Alors, j'ai une question quand même, parce que lui, il a 80% qui n'ont pas été hypnotisés, c'est-à-dire quoi? Ça va plus de temps ou alors mon confrère José, il dirait qu'en fait, on peut faire partir n'importe qui en classique. Du coup, ça devient sa croyance. Lui, il dit c'est juste une question de temps. Alors, vous le verrez en séance d'hypnose conversationnelle. Lui, il prépare la personne tellement conversationnelle, il y a tellement de suggestions qu'après, en fait, elle est déjà prête. Et il va faire dors. Mais du coup, en fait, la personne elle a déjà été préparée. Par contre, de but en blanc, on fait les pré-tests, les suggestions, ce serait à peu près 20% en proportion. Mais là, déjà, quand je te dis ça, c'est une croyance. Je me limite. Là, je suis en train de me tirer des balles dans le pied en me disant, mince, peut-être qu'aujourd'hui, il y avait 100%. Du coup, on s'aperçoit que les personnes qui étaient là, il y avait peut-être un tiers de la pièce, ou un quart. Je sais pas, il y en avait combien? Peut-être 10, non? Moins, je sais pas. Moins. Mais imaginez, on a juste fait des tests. Donc quand vous imaginez un hypnotiseur de spectacle, aucun risque sur scène, en fait, il va prendre un grand volume, il va faire des pré-tests, et donc en fait, il va les accentuer. Qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux? Vous avez vu? On ferme les yeux et on respire. Qu'est-ce que ça va faire avec le corps? On va perdre l'équilibre. Ce que va faire l'hypnotiseur de spectacle, c'est accentuer ce phénomène. Donc on va se servir d'un phénomène physique, l'accentuer à notre faveur en termes d'hypnose, pour que la personne elle plonge dans le phénomène qu'on a dit. Parce que tu te sens bouger, tu es en état d'hypnose, oula, en fait pas forcément, elle est juste en train d'osciller, mais du coup maintenant elle dit, ah ouais, c'est vrai. Son inconscient elle fait, oula, ça bouge de plus en plus.
Et après, quand les doigts sont collés, la personne elle va fixer, rappelez-vous du point fixe, hein, on l'avait vu avec Brad. La personne elle est déjà à moitié barrée. Elle continue de regarder son truc, là. Et puis on va écarter. Et puis à un moment donné, les doigts vont se rapprocher. Elle fait « Ouh là là, c'est vrai que ça se rapproche. Ouh là, de plus en plus. Ouh, de plus en plus. » Et après, il suffit juste de lui dire « Maintenant, c'est collé, verrouillé, soudé, lui donner une image. » On n'a pas mis de glu. Et du coup, vu qu'on l'a fait par cascade, quelque chose qu'elle peut croire très simple, l'oscillation, après on approfondit. Peut-être qu'on en a 20 au début. Et après, on fait un autre vrai test un peu plus dur. Et après, on va dire « Je vais claquer des doigts, tu vas dormir. » Et là, c'était peut-être 3. Là, quelque part, c'est coup de bol. Aurore claque les doigts, j'explique juste avant, elle le fait. Mais du coup, la deuxième fois, ça n'a pas marché forcément. Si c'était José, plus autoritaire, sans veste de costard, mais le style, bon, fais ci, fais ça, cadencé, mais en fait, il y en aurait peut-être plus qu'on va plonger. Parce que c'est son style aussi de prédilection avec l'hypnose conversationnelle. Donc là, vous avez vu l'hypnose classique. C'est pas forcément pour tout le monde. Ça se joue sur les volumes et c'est des tests de suggestibilité pour avoir un effet entonnoir et récupérer la personne la plus suggestible. Ça marche comme ça, l'hypnose de spectacle ou l'hypnose plutôt classique, les suggestions directes, ça peut servir pour les anesthésies et ça peut servir en cabinet de thérapie quand il y a quelqu'un qui est réceptif, on gagne du temps. Au lieu de se faire 15 minutes d'induction, bon, raconte quand même ton objectif et après on fait plonger, on gagne du temps. C'est juste là-dessus, enfin en tout cas pour moi. Par contre, des suggestions directes, on en pose tout le temps. Tu devrais faire ça, prends ce qui est bon pour toi. Ça, c'est aussi des suggestions que vous avez déjà intégrées. Ça va pour la partie classique? On peut basculer sur l'autre côté, au niveau des États-Unis. Après la méthode Coué qui s'était dupliquée, il y a mon préféré, Milton Hyland Erickson. Il faut l'imaginer, c'était un monsieur qui avait vécu donc des choses difficiles dans l'enfance, donc notamment daltonien, donc tu me disais tout ce qui était dyslexie, poliomyélite, donc des attaques de poliomyélite, il en a eu 2. Il faut l'imaginer derrière à la fin de sa vie, donc en fauteuil, paye pas de mine, donc en fait on s'en méfie pas, on n'est pas dans la posture de l'hypnotiseur classique qui dirait je vais faire ça, je vais te mettre en état d'hypnose, c'est moi qui sais et qui vais te faire entrer en état d'hypnose. Lui, il était plutôt dans « je laisse le choix apparent à mon patient pour choisir la méthode dont il va rentrer en transe ». Donc en gros, il disait par exemple « vous préférez une transe profonde ou légère aujourd'hui ?» Ce qu'il disait, double lien, c'est « est-ce que tu veux hypnose ou hypnose ?» Et il est sympa, lui, il me laisse le choix. L'autre, il m'a dit « dors ». Il me crie « vous êtes gentil ». Puis il s'adaptait au référentiel de l'autre. Et puis il racontait des histoires. Alors lui, il avait son ami John pour raconter des histoires. Il parlait souvent, quand vous lisez ses séminaires, « Ah tiens, en fait, mon ami John, il fait ça. » Qu'est-ce qu'il faisait quand il disait ça? La personne qui écoute, il parle de mon ami John. Il n'est pas en train de m'hypnotiser. Et en fait, oui. C'est ce qu'on appelle un sujet de paille. Et là, en fait, dans le sujet de paille, la personne, elle mettait toutes les suggestions. Par exemple, je vous ai parlé de José Sanchez. Lui, il vit dans le sud, au pays des cigales, et souvent, je lui dis avec l'accent que tu as, on dirait qu'en fait, il y a des cigales qui viennent à Lyon. Il me fait, ben oui, je sais que tu es content de me voir. Adorable. Et quand on discute, lui, il me dit, mais en fait, tout est hypnose. Et quand il me dit ça, je fais, mais en fait, tu as raison. C'est qu'en fait, tout est suggestion. On sait qu'un silence, ça pourrait suggérer un bien-être, un malaise. On sait qu'en fait, un conseil, ça peut être aussi une suggestion. Donc il y a juste la manière de le faire et qui pose la suggestion. À votre avis, c'est qui les personnes qui peuvent hypnotiser le plus facilement autour de vous? Ceux qui ont la confiance. Il faudrait qu'il y ait de la confiance. Donc ça pourrait être les amis, la famille, si vous avez confiance en les amis et la famille. Et du coup, pour l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute, il va falloir qu'il crée ce cadre de confiance. La première chose que va faire donc un ericksonien, c'est de rentrer en rapport avec la personne, c'est de créer un monde commun, où il puisse y avoir cette danse de l'inconscient. Donc du coup, vous avez le conscient d'un côté et l'inconscient. Ce que faisait Erickson, donc l'hypnose classique, ce serait « dors, je le veux ». C'est pas vraiment dormir, hein, on répond aux ordres. Si on demandait à un hypnotisé, il sait qu'il entend l'hypnotiseur. Et il a le moyen de résister, mais au plus on l'approfondit, souvent, au plus il va plus avoir vraiment envie, quoi. Il se laisse porter. C'est ce qui t'est arrivé, non?
Et donc, hypnose classique dort. Elle a sombré. Hypnose ericksonienne, c'est on va commencer à embrouiller le conscient. On lui jette des petits cailloux, ambiance Hansel et Gretel, petit chapeau rouge, je ne sais pas s'il faisait ça, petit pousset. Il est un petit peu paumé, lui. Il est parti faire pipi. Et du coup, il nous reste l'inconscient. Ce qui fait que quand il parle d'une histoire, M. Erickson, il dit, vous savez, mon ami John, bah, lui, il se dit, qu'est-ce qu'il me parle? Relaxons-nous, pensons à rien d'autre qu'autre chose. Détendons-nous, au pire, j'écoute l'histoire. Elle est blindée de suggestions, mais je ne sais pas, parce que du coup, il ne me parle pas directement. Et c'est lui qui prend. Mais vous pourriez me dire comment on sait que la personne intègre les suggestions. Ça, ce serait malin. C'est qui a pensé? Qui c'est qui va me la poser, la suggestion, la question? Vas-y, vas-y. Comment on sait que l'inconscient intègre les suggestions? Bah voilà, c'est une bonne question, je te remercie. Parce qu'en fait, on pourrait parler longtemps et on n'est pas sûr qu'en fait la personne prenne. On ne sait pas à quelle vitesse elle va te prendre la suggestion. En ericksonien, on aime bien en fait poser un signaling. Un signaling, ce serait quelque chose dans le corps qui va se répéter, qui va bouger à chaque fois qu'on met une suggestion. Alors je le fais souvent, il y en a qui le connaissent quand on le fait en formation, je leur ai donné exactement cette induction. Vous êtes devant quelqu'un depuis un certain temps, vous êtes d'accord avec la personne, vous écoutez tranquillement. Quand la personne vous demande un avis, vous dit quelque chose, vous êtes plutôt d'accord, et au lieu de dire oui, en fait, vous faites... Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous raconter une situation où vous êtes devant quelqu'un, vous l'écoutez depuis un certain temps. Vous êtes d'accord? Sympa. On en était à nos moutons, on y revient. La personne, elle parle, vous dites oui, vous écoutez, et en fait, plutôt que de dire oui avec la tête, ou avec les mots, vous pourriez dire oui avec un doigt, que j'ai fait en même temps. Vous dites oui. Et donc, si là, par exemple, en ayant posé ça, je voyais des doigts qui bougent de manière frénétique, ce serait plutôt bon signe pour un ericksonien ou un hypnotiseur conversationnel. Ce qu'on appelle un signe. Non, mais... Non, mais je vérifie juste que ça marche bien. C'est bon, il tapote. Vas-y, cher doigt, tu peux y aller. Fais-le. Non, t'as le droit, fais-le à ton rythme. Alors, on a quelqu'un de réceptif au classique, donc du coup, l'ericksonien, c'est pour tout le monde. Elle en profite et conversationnelle encore plus. Mais donc, ça pourrait être un doigt qui bouge. Mais ça pourrait être quelque chose qu'on a repéré chez l'autre et qui fait, par exemple, quand il intègre une suggestion, vous apercevez que la personne a un petit tic nerveux. Ou sinon, en fait, elle cligne par les yeux par 2 fois. Pour dire oui. Une fois pour dire non. Et je prends tout. Ça pourrait être, je suis comme ça avec les yeux figés. Par contre, à un moment donné, c'est comme sur une voiture, les essuie-glaces, quoi. Faut au moins le faire 2 fois. D'accord? Le fou rire, c'est un signe de transe aussi. Donc, alors je suis souvent en transe, alors. Si tu te le dis et que tu te le suggères, oui. Mais donc, du coup, on s'apercevrait la personne en signe de transe quand elle rentre en état d'hypnose, on pourrait avoir des pupilles qui se dilatent. On pourrait avoir un sentiment de lourdeur, de chaleur, de froid. On pourrait avoir un fou rire, une distorsion du temps, une distorsion de l'espace. La salle est plus petite, la salle est plus grande. Un effet brouillard, une hallucination positive. On aurait plein de choses qu'on pourrait faire. Donc ça, ce serait des phénomènes. Et on pourrait vérifier chez l'autre, quand il intègre la suggestion, ça pourrait être soit... Mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être simplement que la personne, elle récupère notre métaphore, elle se l'approprie. Vous avez dit un truc, elle récupère la métaphore. Imaginons par exemple une personne qui dit moi au boulot, je me sens un petit peu oppressé, j'ai besoin de lâcher du lest, c'est vraiment trop lourd, c'est compliqué, non, c'est vraiment lourd. Et là, j'ai l'impression, en fait, madame ou monsieur, j'ai l'impression que vous êtes dans une montgolfière et que vous n'arrivez pas à décoller. Hein. Ah ouais, et qu'est-ce qu'on fait dans une montgolfière? En fait, pour décoller, déjà, on coupe les cordes autour.
on se laisse porter par l'air, et si on n'arrive pas à monter, vous le savez, il faut faire attention à ce qu'il y a en bas, on lâche un petit peu. Et là, la personne, à la fin de la séance, elle vous dit « Ouais, franchement, la montgolfière, là, c'est... Ouais, j'ai envie que ça décolle le boulot. » Elle n'est plus dans un vocabulaire de lourd, difficile, mais plutôt dans un vocabulaire de légèreté. Puis elle vous parle de nuages. Après, elle pourrait reprendre carrément la suggestion à son avantage et dire « Moi, quand je rentre en état d'hypnose, il va se passer ça. » Ça, c'est cool, c'est du pain béni. Qu'est-ce qui va se passer quand vous rentrez en état d'hypnose? Ah, moi, je pense que je vais avoir un fou rire, je le fais souvent. Ah ouais? T'as le fou rire en premier. Bam. Ça veut dire que la personne me dit ce qui va se passer, je le réutilise, je le ratifie, je le renvoie. Tiens, attrape, ping-pong, fou rire, boum. Et la personne le prend. Donc le mieux, c'est de demander à la personne ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer quand vous rentrez en état d'hypnose? Et la personne va vous le dire. Et vous avez juste à ratifier, à lui resuggérer. Donc Erickson, c'était plutôt une approche thérapeutique, permissive. Il laissait en apparence l'option de sortir de la suggestion. En apparence. Un exemple qui est pas mal, c'est quand vous avez par exemple un bourriquet, donc un âne, un mulet, et vous essayez de le faire rentrer dans un box, et il ne veut pas. Vous essayez, hein, vous savez, vous mettez à 10, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Ah, on pourrait faire le coup de la carotte. Et lui, il ne veut pas. Il a vu qu'il y a la carotte, il a vu qu'il y a le box. Par contre, qu'est-ce qui se passe en fait si on tire d'un coup sur la queue? Ça va lui faire en fait une petite douleur et il va rentrer en fait dessus. Ça, c'est plutôt approche ericksonienne, ou sinon en fait, on ne veut pas dire le chemin qu'on a suivi, on est dans la neige, marchons à l'envers. Après, vous avez Giorgio Nardone, qui lui est un expert en thérapie stratégique. Il utilise beaucoup les stratégies de guerre chinoises, les métaphores. Il est vraiment chouette. Et donc, lui, il dit quand il y a un voleur qui est rentré en fait dans le grenier, retirons l'échelle. En fait, on laisse le patient aller dans son comportement. Et après, on lui bloque le passage du retour. Donc, on sait où il est. Après, ça pourrait être aussi d'attiser le feu. Quand il y a un feu d'un comportement en fait qui était un petit peu comme une compulsion, bah, rajoutez-en encore, ce qu'il dirait, Nardone, rajoutez du feu, et ce comportement va s'étouffer comme le feu. Si vous dites à quelqu'un, vous autorisez à faire un comportement qui était interdit, le faire en accéléré, genre, t'aimes le chocolat, mange-en autant que tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'écœurer, parce qu'il n'y aura plus de plaisir. Ça, c'est plutôt l'approche de Nardone, plutôt l'approche systémique, et thérapie cognitive comportementale et stratégique. Ça va? Donc vous aurez compris que celui-là, je l'ai. D'ailleurs, j'ai toujours une belle photo du monsieur. Et en fait, ce monsieur, vous le voyez de quelle couleur? Comment ça, de quelle couleur? C'est clair. Tu le vois de quelle couleur? Bah... Mais je comprends pas, il est en couleur. Et de quelle couleur? Il habite quelle couleur? Lui, sa peau, ses habits, qu'est-ce qui est de quelle couleur? Ses habits. Ses habits, rouge, bordeaux, ça tire vers le bordeaux. D'accord. Tu sais que quand on est daltonien, on mixe les couleurs. Ouais. Tu pourrais voir une couleur pour une autre. Oui. Et que ça se mélange tout seul. Complètement. Surtout quand on est rentré en état d'hypnose. Ouais. Tu vas me dire la couleur qui te vient. Le premier mot qui te vient quand la couleur change. Bah, blanc. J'avais blanc en tête, mais... Pas mal. C'est quoi? Il est bien blanc. Bah ouais. Mais non, il a un petit chemisier blanc quand même. Ça n'a pas marché du premier coup. Ah oui, non, ouais. Alors, Je t'ai pas tout à fait dedans, alors. il a un petit chemisier blanc. Oui, et le petit détail. Hyper sexy. Donc imagine en fait, on a un bonhomme qui est plutôt sur un fond noir Ouais. et qui lui se voyait comment s'il est daltonien maintenant? Il est de quelle couleur quand la couleur a changé? Noir. Ben voilà, pas mal. Moi c'est plutôt du violet. Et toi? Mais non, mais... bon. C'est quoi la première couleur que tu vois? Violet. Ah, ok. Vous avez vu l'effort ou pas? Mais elle part en classique. Donc là, c'est des suggestions directes. Par contre, si on faisait plonger en fait quelqu'un profondément à l'éricksonien, là c'était du classique dans une séance d'éricksonien, on s'apercevrait qu'on pourrait altérer ces sensations. Ça servirait à quoi d'altérer les sensations dans l'expérience d'hypnose? À votre avis? À quoi ça pourrait bien servir? Changer des sensations
visuelles, des perceptions visuelles, auditives ou kinesthésiques dans une expérience. À quoi ça pourrait servir? Imaginez la personne qui rentre en état d'hypnose, qui est vraiment barrée, qui est loin, qui est avec vous dans la traversée. Et alors là, on lui fait une altération cognitive. On change une perception. Ça pourrait servir à quoi en termes d'application? Sur les phobies. Ça pourrait être par exemple une phobie. Alors il faut faire attention, la phobie, c'est pas neutre. Hein. On pourrait travailler sur une phobie. On pourrait faire quoi? Soigner un trauma. Soigner un trauma. La personne, elle a vu des choses, elle a entendu des choses, elle a ressenti. On va altérer les perceptions. On va changer le contraste, changer une couleur, changer une voix. Si la personne en fait qui était persécutée, on lui met une voix de Donald Duck, ça peut faire rire la personne. Et du coup, ça lui changerait le ressenti. Et si en plus, quand elle revient, on lui a fait un bon chemin du retour, ça veut dire que le traumatisme ne l'affecte plus. Donc ça, typiquement, en fait, c'est un génie là-dessus. On l'applaudit bien fort. Et la dernière, pour clôturer, c'est l'hypnose conversationnelle. Est-ce que ça vous parle? Comment on pourrait hypnotiser dans une conversation? Là, je trouve que c'est la plus belle, hein, la plus subtile, impalpable, où il faut beaucoup d'éthique, beaucoup de bienveillance. Et donc, ce serait, pour vérifier, c'est est-ce que je pratique l'hypnose conversationnelle pour moi, dans quel cas ce serait la manipulation, ou est-ce que je le fais pour le lien, ou est-ce que je le fais pour l'autre? Donc, il faudrait qu'il y ait une demande formelle. Et il faudrait qu'il y ait un cadre de sécurité qu'on aurait posé. D'accord, il faudrait demander à la personne de penser à un objectif. Les personnes, elles en penseraient au début de séance. On leur poserait les fusibles. Et puis après, en fait, elles vivraient l'expérience. D'accord. Toute situation qui vous ferait penser à ce que vous vivez, c'est voulu, hein? Ça va? Et donc, du coup, dans la conversation, comment on pourrait glisser des suggestions? À ton avis? Exemple. Je fais réviser les étudiants là, en même temps. Imaginez, vous avez donc le conscient et l'inconscient. Si je vous dis de ne pas penser à une panthère, vous pensez à quoi? Ça veut dire qu'en fait, lui, inconscient, il vous donne d'abord la panthère, et lui, il a dit « Ah non, je t'ai dit, t'as été trop vite. N'y pense surtout pas, trop tard, elle est déjà là, la panthère. » Du coup, vous pensez à quoi? C'est quoi qui vous vient après la panthère? Un lion, un truc qui s'y rapproche. Sympa, un truc qui s'en rapproche. On dit ne pense pas à la panthère. Ok, trop tard, j'avais la panthère. Bon, je vais m'embêter, ça demande un travail. Quelque chose qui s'en rapproche. Tu aurais pu penser à autre chose, à une chaise, à une table. Et là, tu es resté dans le champ, en fait, à la ménagerie, quoi. Donc ça veut dire qu'il y aura deux styles de suggestion. C'est une par la négation. Donc en fait, on pourrait suggérer des choses en disant de ne pas penser à ça. Ou je ne vais pas vous parler de ça, et on fait toute la liste de courses. Chef, je vais pas te parler encore de ma demande d'avancement qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Hein. Je vais quand même plutôt focaliser sur le projet là qu'on doit finir. Là, tu viens de me glisser en subliminal. Eh chef, mon avancement quoi. Donc ça, ce sera suggestion par la négation. On pourrait le faire aussi en thérapie. Et après, une fois que tu as choisi, c'est le suggestion par évocation. Parce que je t'ai dit panthère, toi, tu as raccroché à lion. Et souvent, l'esprit inconscient, ce qu'il aime bien, c'est fonctionner par association d'idées et il aime la facilité. Dites-vous, votre automate, ce qu'il veut, c'est sentir en sécurité. Il aime bien ce qu'il répète et qui est sécurisant. Il aime bien ce qui donne du plaisir, donc le rire, l'amusement. Et il aime bien ce qui est facile et ce qui peut vous permettre d'évoluer. Donc une demande, et on parle à l'inconscient. Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autre comme suggestion à celui-là, à votre avis? Qu'est-ce qui vous vient? Des intonations, non? On pourrait poser des intonations. Imaginons, je vais vous faire la technique du saupoudrage. Vous avez quelqu'un qui a une palette paraverbale assez grande, en parlant peut-être avec un débit accéléré, puis un débit beaucoup plus profond. Et là, on pourrait faire en fait deux modes de communication. Une avec une voix un petit peu plus élevée, et une un peu plus grande. Et on pourrait mettre en fait les suggestions dans la voix qui serait plus basse.
Ou on pourrait au fait dissocier la personne, c'est que quand on va à gauche, on parle à l'inconscient. Quand on va à droite, on parle au conscient. Ça fait quoi quand je me déplace dans la pièce pour vous? Ça va? Oui, oui, ça va. Ouais. Ça suscite quelque chose quand je me déplace dans la pièce? Oui, ça induit un état un peu différent, Une perception un peu Ouais. différente de ce que vous avez dit en fait. De modifier son Alors, si je vous dis, puisque vous connaissez tous Alice au Pays des Merveilles, vous connaissez tous le lapin, il arrive là-bas, il ouvre la porte, il rentre le lapin, il s'installe tranquille et il voit Alice. Et il dit, on y est là. Et là, en fait, on voit la porte, qui peut être grande ou petite. Et là, il dit, viens, rentre dans le tunnel, en transe, formant des idées en pensée positive. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai raconté une histoire d'un lapin, d'un tunnel, c'est bizarre, et avec deux intonations de voix. Je vous ai dit, rentre dans le tunnel. On entend un message, en fait je vous dis rentre avec une intonation dans le tunnel, en transe, formant des idées en pensée positive. Du coup on entend une phrase complète, mais si on la prend sur le registre en fait du paraverbal, je vous dirais par exemple rentre en transe. Rentre en transe, ça veut dire rentre en état d'hypnose. C'est juste une question de temps. Hein. Ça va? Vous pourriez faire aussi, c'est quelque chose en fait, à chaque fois que vous êtes dans un endroit de la pièce, vous dites, et puis vous posez la suggestion derrière. L'inconscient, lui, c'est une machine. Il aime bien quand il y a une cadence, un style, un débit, et il analyse en fait. La machine, elle dit à chaque fois qu'il vient à cet endroit-là, tac, suggestion. Mais il ne le pense pas. C'est lui qui le penserait. Du coup, en fait, on pourrait poser une suggestion en tapant 2 fois en disant « rentrez tous en transe », mais on ne va pas le dire aussi grossièrement. On va dire « vous pouvez vous détendre à votre rythme ». Et en fait, peu importe si c'est celle-là ou celle-là, vous pouvez vous laisser aller. Et là, on s'apercevrait que les personnes en face, quand on discute avec elles, on s'aperçoit qu'elles commencent à lâcher prise. Quand je vous dis, les personnes commencent à lâcher prise. Vous pourrez l'entendre de manière différente. Les personnes, une phrase, commencent à lâcher prise. Oh, ça va, c'est pas moi. Et après, on pourra lui donner en saupoudrage, les personnes commencent à lâcher prise. Et là, on mettrait la suggestion directement à l'automate. Au fur et à mesure, en fait, qu'on parlerait avec les personnes, on les verrait plonger dans l'état d'hypnose. On les verrait intégrer les suggestions. Cette hypnose conversationnelle, il n'y a pas besoin de faire plonger la personne en état d'hypnose pour poser une suggestion. On peut simplement discuter, évoquer des situations pour que la personne le vive. Si je vous dis par exemple, plutôt que de faire l'hypnose classique et dire « fais-moi confiance », j'utilise plutôt, en fait on a tous fait confiance à un moment donné à un ami. On a tous fait l'expérience d'être avec un ami ou quelqu'un qu'on aime bien et on se sent en confiance. N'est-ce pas? Là, je vous parle d'un lieu commun, j'évoque la confiance, il y a des personnes qui pensent à leur ami, qui se sentent bien et du coup qui se détendent. Ça, c'est ce qu'aura fait un Erickson, c'est une suggestion par l'évocation. On évoque un état. Donc ça pourrait être, par exemple, vous êtes tous déjà allés à un moment donné à la mer, pour vous détendre, ou vous avez déjà vu des vagues. Le bruit des vagues, souvent, c'est apaisant. Et à un moment donné, en fait, quand vous êtes peut-être allongé dans le sable chaud, vous pouvez ressentir en fait que le corps il se détend. C'est un peu comme quand vous êtes dans un bon bain chaud. Vous avez déjà fait l'expérience du bon bain chaud? Mais là, on parle de lieu commun, mais tout ce champ évocateur, ça fait « Ah ouais, ce bain il était plutôt pas mal. Ouais, je me suis bien amusé, là, c'est ouf. D'ailleurs, là, je me sentirais bien d'y rentrer maintenant. » Par l'évocation, on va créer cet état. Ça va? Oui, ça va. Oui. Ce qu'on pourrait faire aussi, à cet inconscient, c'est lui parler au présent. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des erreurs au niveau des concordances de temps. C'est-à-dire pour poser des suggestions, on lui poserait des suggestions au présent. Je vous donne l'exemple d'une patiente qui, moi, est prof de français.
Une petite dame, elle fait Bertrand. Je suis désolé de vous le dire, mais vous parlez mal. Ah, les erreurs de grammaire, conjugaison, c'est niveau 3e, et encore. Donc moi, je me vexe consciemment. Et du coup, pourquoi elle dit ça, cette dame? On pourrait dire, par exemple, c'est comme si vous faisiez un marathon. Là, ce serait du conditionnel. Qu'est-ce qui se passe quand je dis à la personne, c'est comme si vous faites le marathon? C'est possible. Vraiment. En fait, là, je suis en train de lui parler au présent, je suis en train de parler à la machine, et j'aurais tendance à la projeter dedans. C'est comme si, allez, petit temps de silence, vous faites le marathon, vous avez la trouille, imaginons, et vous arrivez premier. Bon, on imagine deuxième. On ne va pas arriver premier tout le temps. D'accord? Ben là, du coup, en fait, qu'est-ce que je lui dis? C'est comme si, coup de baguette magique, c'est un enfant inférieur à 7 ans. Ben, on va lui parler à cet enfant inférieur à 7 ans. Comment on va lui parler? Par des métaphores, par des hypothèses, tout est possible. Et là, je lui dis, allez, c'est comme si, mise en situation, ça ne vous coûte rien. On n'est pas dans l'état d'hypnose. On ne prend pas la négation. Fermez les yeux, fermez vos pupilles. Vous stressez. Elle ferme ses paupières, elle respire, et là on lui fait, allez, c'est pas exactement l'hypnose, rappelez-vous l'inconscient. Il prend pas ça, il en dit, oh, c'est bon, oh, c'est génial, c'est trop bon. Là, si vous les voyez, je vous montre la photo, ils ont les yeux fermés. Ça, c'est une suggestion d'évocation. J'exprime en fait ce qui se passe. Là, il y en a 2 qui l'ont pris, qui sont en train de fermer les yeux. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'ils sont devant, mais tu l'as vu quand tu as rouvert les yeux. J'ai vu quand j'ai ouvert les yeux. Ouais. Toi aussi. Donc on imagine la personne a fermé les yeux, elle est calée, tranquille, détendue. Et elle lui a dit, c'est pas exactement l'expérience d'hypnose. Bah, du coup, en fait, elle rentre dans cette expérience d'hypnose. Et là, on peut commencer à lui poser les suggestions. Allez, on imagine tout est possible. Vous n'avez plus du tout, en fait, les obstacles qui vous empêchaient d'avoir confiance en vous. On les met de côté. Tu peux les mettre derrière toi? Jette-les. Hop. Et du coup, tout est possible. Vous faites comme si. Et là, vous imaginez que tout est possible. Qu'est-ce que vous voyez en premier? La personne elle était accrochée à son doudou qu'elle ne voulait pas lâcher. On lui dit tout est possible. On met en fait ce qui l'embêtait de côté. Et on lui dit maintenant, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'elle a plus ça dans son champ, on oriente vers quelque chose d'autre, elle vous dira ses solutions. Vous arrivez à voir le concept? Jean-Luc? Pas du tout? Imaginons que la personne vienne vous voir. Elle vous dit, je veux me libérer, par exemple, j'ai un manque de confiance en moi certain, j'arrive pas à prendre la parole en public. Consciemment, vous pouvez dire, ah, je peux le faire, c'est facile, tout le monde l'a fait. Mais elle a vécu avec son symptôme. Donc ce qu'on pourrait lui faire pour lui retirer, ce serait, allez, fais comme si ça n'existait pas. Ouais, ok, d'accord, on fait comme si. On joue pour du faux. C'est un peu comme les enfants, et on joue papa et maman? Voilà, non. Mais du coup, en fait, la personne, elle va se prêter au jeu. Celui-là, c'est un enfant inférieur à 7 ans, il va jouer. Mais quand on joue, qu'est-ce qu'on est en train de créer comme empreinte, comme chemin cognitif? La personne elle est en train de se projeter sur quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Et si on lui dit, allez, bon, je pense que ça doit être difficile au début, la personne, elle vous dit, ah oui, oui, c'est pas évident votre truc, quoi. On lui donne le problème, tu peux le mettre derrière toi. La personne le prend, on lui dit, allez, qu'est-ce que c'est la première solution qui vous vient? Et là, on attend. Imaginez, la personne, elle avait un problème de confiance en elle, elle n'arrivait pas en fait à prendre la parole en public, et là, on l'aide. Qu'est-ce que c'est la première question, la première suggestion, la première solution qui vous vient? Comment elle prend? Hein? Compenser. Pas forcément la meilleure. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour développer la confiance en elle? Commencer par un petit public. Commencer par un petit public, ok. La deuxième qui vous vient? Un ancrage. Ça marche toujours? Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? La respiration. La respiration. Imaginer qu'il y ait personne. Imaginez qu'il n'y ait personne. Ouais, ok. On a 4 solutions. La suggestion que j'ai posée, c'était quoi en conversationnel? C'est, qu'est-ce que c'est la première solution auquel tu penses? Ça veut dire qu'il y a des solutions. Là, ça sous-entend qu'il y a des solutions et qu'il y en a plus d'une. Et du coup, là, en fait, dans l'auditoire,
Il y en a 1, 2, 3, 4, on pourrait faire tout le tour pour avoir. Donc ça veut dire qu'en hypnose conversationnelle, on va faire que discuter avec la personne en apparence, mais on va grignoter la montagne du symptôme. On va commencer à le mettre de côté, de manière à ce qu'à un moment donné, elle lâche le symptôme, son inconscient, il trouve de nouvelles solutions, il est créatif, et puis aider le conscient à intégrer tout ça. Alors pour conclure, je vais demander à quelqu'un, si c'est OK, de vivre l'expérience, et je vais discuter à la fois en ericksonien et en conversationnel. Qui veut vivre l'expérience? Ouais? OK. Allez, viens là. On peut l'applaudir. Hein. Vas-y, installe-toi sur la quête. Alors là, c'est petit cours d'hypnose en accéléré. Vous êtes prêts? Ouais? T'endors pas tout de suite, hein? Non. Quand tu rentreras chez toi, tranquillement, en sécurité. Alors, le premier truc qu'on aimerait bien faire tant en ericksonien qu'en PNL ou qu'en hypnose conversationnelle, c'est qu'il faudrait être en accord avec le monde de Christophe. Suggestion non verbale. Ah ouais, super sac, hein. Donc du coup, Christophe toujours. Ouais. Donc il faudrait rentrer en fait en communication avec son inconscient. À chaque fois qu'on rencontre en fait quelqu'un, il y a deux conscients qui se rencontrent et il y a deux inconscients. Ce que disait le bon Dieu Erickson, il disait fiez-vous à votre inconscient. Et après Bandler et Grinder dit ouais, un peu plus tard. Hein. Bandler et Grinder c'est la peine. Condition de la refaire bosser quand même. Hein. Et là vous êtes en train de le faire bosser. C'est bien, fiez-vous de plus en plus à votre intuition. Faites-vous confiance, suggestion directe. Et donc il faudrait donc discuter avec Christophe pour rentrer dans son monde. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est avec quoi tu veux sortir de la conférence? Avec quoi il veut sortir? Qu'est-ce que c'est qui te ferait vraiment plaisir? Mais par rapport à un objectif? Un objectif comme le lâcher prise, la confiance en soi, tu voudrais partir avec quoi? La détente. Ah, comment... Par rapport au fait que j'ai tendance à trop monter en stress, en régime, dans les situations où il y a de la pression, de la tension, à arriver à avoir de la détente face à ça. Ce serait un lâcher prise, quoi. Voilà, c'est un genre de lâcher prise. Ça t'irait bien, lâcher prise? Ouais. Est-ce que tu voudrais d'autres choses? Bon, j'écoute. C'est le moment. C'est notre vaisseau. Cadeau de Noël, Père Noël, de faire pousser la barbe. Ouais. On travaille là-dessus. Ok. Très bien. Donc le premier truc qu'aimerait bien l'inconscient, quand on discute avec quelqu'un, c'est la bulle, la proxémie, c'est la distance à l'autre. Qu'est-ce qui se passe si par exemple, je touche à ton épaule? Qu'est-ce qui se passe? Observez-le. Je touche ton épaule. Qu'est-ce que ça génère chez lui? Il est content, il est stressé? La gêne, Ouais, Gêne. questionnement. C'est mieux quand j'ai l'épaule, la main sur l'épaule, ou quand j'ai la main là? C'est différent. C'est mieux, ouais. Qu'est-ce que c'est que tu préfères, hein? C'est toi qui gères ta vitesse en entrant en état d'hypnose. C'est toi qui es aux commandes. Hein? Tu gères la vitesse de ton lâcher prise. C'est mieux sans la main. Sans la main sur l'épaule. Donc du coup, c'est mieux quand j'ai la main ici. D'accord. Donc on lui demande en fait ce qu'il a besoin. Dans la bulle, on est à peu près à bonne distance. Tu veux que je me rapproche? Non, c'est bon, reste là-bas. Tu veux que je me recule un peu? Non, c'est bon, bonne distance. D'accord. Donc là, en fait, on est bien. Comment vous sentez-vous? Très bien. Qui c'est qui se sent très très bien? Qui c'est qui se sent bien? Ok, bon, ça se passe plutôt bien, quoi. Et toi? T'as pas levé la main? J'allais la lever. J'allais la lever. Ok, donc là on est calé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour commencer à influencer l'inconscient du bonhomme? Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous avez une idée? Je vais demander de fermer les yeux. Tu veux fermer les yeux? Non. Regardez, ferme les yeux.
Il est sympa. Ça marche. Par contre, on pourrait faire, regardez, rouvre les yeux. En fait, tu as deux options. Il y a l'option avec les yeux ouverts. Mais moi, en fait, ça me fait un peu flipper parce que la dernière fois que je l'ai fait, ça faisait l'exorcisme. Donc ça, c'est gênant. Mais par contre, ça peut être aussi avec les yeux fermés, comme tu préfères. Là, peur, soulagement. Je vais prendre le moins pire. Alors méfiez-vous, si quelqu'un vous le faisait, on imagine un système politique, un marketing, la peur, votre cerveau limbique, exorciste et compagnie, lui va choisir l'option la moins pire, je ferme les yeux. Mais si on faisait une technique de peur, par exemple dans les médias, méfiez-vous de votre réaction impulsive. Parce que là, on pourrait vous mettre une suggestion. Regardez des événements politiques graves et regardez les réactions. Comment on mobilise une foule, c'est sur les émotions, sur les réactions. Comment on la met dans l'action, c'est en poussant dans le sens qui a été choisi. C'est toi qui as choisi le sens, là ? Quel sens ? Le sens de la transe. Est-ce que tu veux y aller vite, lentement ? Tu as dit que déjà tu fermais les yeux. Ouais. Je sais pas, je sais pas ce que c'est donc. Découverte. Ce qu'on pourrait faire au niveau de l'inconscient, là maintenant, ce serait lui donner l'illusion qu'on est comme un miroir. En fait, on se ressemble quand même. Non, sur le fond. Attends, plutôt cool, classique cool décontracte. Toi un peu plus, non ? Tu l'as acheté où ce pull ? Il est pas mal. Merci. Je te flatte. Ah, il est pas mal en plus, j'aime bien. Toi, tu l'aimes bien ? J'aime bien. Ok. Mais un peu trop chaud. En fait, on a ouvrir tout. la fenêtre, c'est chaud avec. On pourrait ouvrir la fenêtre ? Ouais. C'est vrai qu'il fait chaud quand même. Vous avez tous chaud ? Non ? On peut ouvrir la porte. Alors là, en fait, il aurait fait un truc très bien, là, Erickson, c'est plutôt ouvre la porte. Il aurait dit, il fait chaud là. Et là, il y aurait quelqu'un qui irait ouvrir la porte ou la fenêtre. Puis Étienne qui l'a fait en mode rebelle. Je peux aussi me dessaper, quoi. Hein. Hey, grand. Je vais pas me lever quand on me la fait pas. Vous avez vu ce qui se passe en même temps qu'on discute ? En fait, on peut observer la personne dans la zone périphérique et l'inconscient, il aime bien quand on est semblable. Donc le premier truc qu'on pourra faire, c'est le miroir. Vous avez déjà joué au jeu sage comme une image ? Ça pourrait être ça. On reste un peu stoïque, on ne bouge pas. Mais si la personne bouge, petite leçon d'hypnose numéro 1, bouge un peu. Ben moi, je vais le singer. Comme on fait en PNL. C'est ce que tu fais depuis le début. C'est ce que je fais depuis le début. Consciemment. Je te vois, attention. Et après, ce qu'on pourrait faire, c'est synchroniser l'inconscient. T'es d'accord ? Comment on ferait pour synchroniser l'inconscient ? À ton avis ? Déjà, on synchronise dans les mouvements, comment ça fait. Ouais. Après, T'as vu que tu le faisais ? Tu t'en as aperçu ? ouais. Bah, t'es d'accord, hein, du coup ? Les paroles, le ton de la voix. Les paroles, le ton de la voix. Donc Christophe, il a une voix un peu grave, hein, plutôt posée. Donc si je lui parlais comme ça avec un débit un peu d'excité, moyen. Si je parle en fait comme ça, tranquillement, comment tu te sens ? Bien. C'est des avantages en fait. Parce que tout à l'heure tu t'es associé le fait de poser ta main et de son bien-être, puis là du coup tu poses les deux devant lui. Alors, il peut y avoir l'ancrage sur le bien-être, parce qu'il y a déjà eu une palanquée de suggestions, comme on dit dans le Sud. Mais en plus, là on est dans l'effet miroir. On a posé le signaling déjà avant, là il est en train de le faire tout seul. Il s'impatiente, l'inconscient. Et là, pendant qu'on discutait, bah, il était en train de reproduire mon geste. Alors qu'il me dit, je t'ai vu, hein, t'es en train de le faire. Hein. Et du coup, je te vois, mais je le fais quand même. Hein. Je suis bien gentil, inconscient. Il est sympa, ton inconscient. Parce qu'il y en a, c'est les inconscients pitbull. Un peu rebelles et tout. Comment on fait pour dresser un pitbull ? Vous n'avez jamais dressé un pitbull ? Vous n'avez jamais entraîné ? Qu'est-ce qui fait le pitbull s'il a... Enfin, la différence entre un pitbull et caniche, vous le savez. C'est s'il y en a un qui vous fait ses besoins sur un côté, vous le laissez finir.
Le caniche ou le pitbull? Le pitbull, qu'est-ce que vous faites en fait pour le dresser? Comment vous feriez? Pour l'amadouer, l'apaiser? On va sacrifier quelqu'un. C'est cool, c'est pas un pitbull. À ton avis, c'est quel animal, ton inconscient? Je sais pas, un pitbull. Bah, au départ, c'est le pitbull qui m'a eu de l'esprit parce que j'étais en train de me dire que j'ai calmé justement le pitbull. Ouais, tu l'as calmé. Je l'ai laissé calmer tout au long de. Au long de quoi? De la séance, quoi. D'accord. Au début que ça a commencé. Donc c'est un pitbull qui se calme ou c'est un autre animal? Non, l'animal, c'est plutôt un renard. Ah, un renard et une fouine. Alors si on fait la compétition entre le renard et la fouine, on sait qui c'est qui arrive le plus à rentrer en état d'hypnose. Bah, on le sait. Si on prend la compétition entre une fouine et un renard, qui font une danse entre eux. Je ne demande pas de l'imaginer. À mon avis, comment ça se passerait dans la rencontre entre une fouine et un renard? Comment ça se passe? Il se passe rien. Ça pourrait fonctionner? Enfin, fouine et renard, c'est plutôt concurrent. Hein, ah, donc là on se tirerait la bourre. Ouais, c'est même territoire et même proie. Ah, donc on marque le territoire et en moi en fait, c'est pas vraiment la fouine, c'est une image. J'ai un autre animal totem. C'est quoi, à ton avis, quand tu me regardes, c'est quoi qui se dégage? Qui se dégage? Ouais, vas-y. C'est quoi? Je dirais l'éléphant. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Ça m'a surpris, je pense que j'ai hésité. Alors moi, mais c'est bien, parce qu'en fait c'est la sagesse. Donc tu me vois en éléphant. C'est la mémoire, une mémoire d'éléphant. Donc du coup, en fait, tu me verrais avec un éléphant. Et toi, tu auras un renard rusé. Voilà, ça pourrait mieux fonctionner du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? On discute, hein, en apparence. Mais là, je lui crée un monde qui lui convenait pas trop, qu'elle est la compète, le pitbull, mais il l'a apaisé, sympa. Et là, il est plutôt renard, et moi je lui ai dit la fouine, ah non, ils sont dans la compétition, ça marchera pas. Et là, je lui demande en fait, qu'est-ce que c'est qui pourrait te permettre en fait de te sentir bien, qu'est-ce que tu vois chez moi? Et il voit l'éléphant. Un éléphant et un renard, ils sont pas en concurrence, hein. Du coup, en fait, là, on se sent mieux, non? Ouais. Qu'est-ce que tu sens qui a changé dans ton corps? Rien. Comment tu te sens émotionnellement? Bien. D'accord. Un peu tendu, mais bien. Alors, comment tu pourrais te détendre? Trouve la meilleure solution pour toi. Ok. C'est d'accord si on commence comme ça? Alors, ce que tu veux, en fait, finalement, c'est rentrer dans un état de conscience modifié, en te sentant bien, pour aller chercher, en fait, des ressources intérieures. Et ce que j'ai envie de te demander, plutôt que de le créer, c'est d'imaginer, en fait, une scène où tu te sens totalement apaisé, et que tu puisses partager ici. Qu'est-ce que c'est qui te vient en premier? La première scène apaisante, dans laquelle tu peux se projeter ton esprit, maintenant. Je me suis rendu à un lieu propice à une bonne détente. Ouais. Alors là, nous, on ne l'a pas imaginé. Ouais. Alors, mon lieu, c'est un lieu où je me suis déjà rendu, où je me rends assez régulièrement. C'est une île, petite île au milieu d'un lac, au milieu d'une forêt. Donc une petite île au niveau d'un lac, au milieu d'une forêt. Voilà. Alors si on se mettait en posture ericksonienne, on pourrait discuter avec la personne et faire une petite induction. On pourrait partir de cette île, récupérer toutes les sensations positives et t'aider à rentrer progressivement dans cet état qu'on appelle l'hypnose. Alors bien sûr, on pourrait demander à la personne d'imaginer cette île, et puis quand elle est sur cette île, qu'elle imagine un bateau. Ça pourrait être un grand bateau ou un petit bateau. Tu penses à quoi, toi, comme bateau? Un bateau au milieu d'une forêt? Ah, d'accord. Ça peut pas. Ça pourrait pas coller, hein. Donc du coup, ce que tu voudrais, c'est quoi dans ta forêt? Il faut un véhicule. Ok, c'est pas
bateau, on est dans une forêt, donc c'est un Non, véhicule. je sais pas, je pose la question, il faut un véhicule. Ouais. Tu veux quoi comme véhicule? Un animal, qui est porteur sur son dos. Un gros animal ou un petit animal? Un gros animal. Ouais. Disons un loup, mais massif, quoi. Un vrai loup massif, quoi, un grand. Qui peut le porter sur son dos. D'accord, donc ce que tu veux, c'est qu'il essaie de porter par un loup massif. On imagine que ce loup, il t'entraîne à un moment donné jusqu'à un croisement. Tu vois, à la croisée d'un bois. Tu arrives à l'imaginer, ça? Et qu'à ce croisement, on puisse s'apercevoir qu'en fait, il y a un chemin qui mène à quelque chose que tu avais vécu depuis toujours, que tu avais répété. Si on travaille sur le manque de confiance ou le manque de lâcher prise, c'était cette direction. Et de l'autre côté, il y a un autre chemin qui mène à la détente profonde, à l'apaisement, à la capacité à changer. Toi, tu choisirais lequel? La capacité à changer. D'accord. Donc tu choisis plutôt ce chemin. Et quand tu avances dessus, tu vas peut-être avec ton loup, peut-être à pied. Ça dépend si tu arrives à marcher. Tu choisirais quoi? Je peux continuer à pied. Alors quand tu continues à pied, tu peux t'apercevoir qu'à chaque pas que tu vas faire, bien sûr je pourrais décompter les pas, de 10 jusqu'à 1, pour rentrer dans cet état d'apaisement. Tu es d'accord? Mais en fait, on n'a pas besoin de décompter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour rentrer dans cet état d'hypnose. Tu es d'accord? On peut le faire naturellement, se détendre. C'est un état qu'on a déjà vécu plusieurs fois. Peut-être quand on se sent en confiance, dans un lieu ressource, quand on est épaulé par des animaux, des totems, des symboles qui nous sécurisent. C'est pas moi qui te l'ai soufflé, le loup, c'est toi qui l'as choisi. Du coup, c'est quelque chose qui peut évoquer la sécurité pour toi et qui t'aide à rentrer dans ce lieu intérieur en transformant des idées en pensées positives. T'es d'accord? Et c'est ce que tu veux, avancer sur ce chemin. Et à un moment donné, si on observait à l'extérieur le corps de Christophe qui avance, ben, tu t'apercevrais qu'il y a quelque chose, un détail qui a changé dans son corps. Peut-être un sentiment de légèreté qui s'installe au niveau du corps. Et tu peux te demander à quel endroit du corps il commence à ressentir cette sensation de légèreté. Quand tu l'observes à distance, qui avance sur ce chemin, à quel endroit la légèreté est la plus prononcée? Au niveau des mains. Ouais. Alors ce que je vais te proposer, c'est qu'on aille un peu plus loin. C'est d'accord pour toi? Et ce que je vais te demander, c'est d'approfondir l'état dans lequel tu vois Christophe là-bas, à pied, et de laisser le loup derrière toi. C'est ok? Et à mesure en fait que tu imagines que tu avances dans la forêt, on pourra rencontrer des personnages. Et dans ces personnages, on pourrait rencontrer par exemple quelqu'un qui te dirait que toute l'ancienne armure, ça pourrait être comme par exemple une veste, pas forcément celle que tu as, qui représentait par exemple le manque de confiance, tu puisses la retirer du paysage. C'est comme si c'était l'ancien comportement. À ton avis, cet habit qui représentait l'ancien comportement, tu le représentes par quoi? Je ne saurais pas décrire. Ouais, ça ressemble à quoi? C'est plutôt grand, petit, court? Plutôt grand, matelassé avec des clous. Matelassé avec des clous. Ah, c'est quand même un truc costaud, quoi. Un truc ancien, quoi, un peu Médiéval? antique, quoi, médiéval. D'accord. Ça t'appartient, ça? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, non. Ça fait partie du... On imagine, là je vais secouer cette petite armure médiévale, hein. D'accord? Est-ce qu'elle t'appartient? Dans ton ressenti?
C'est pas qu'elle m'appartient ou pas, c'est qu'elle fait partie de moi. D'accord. Donc il faudrait la garder complète, parce qu'elle était liée quand même au manque de confiance, hein, on est d'accord. Hein. Est-ce qu'il faut la garder complète ou retirer quelques morceaux? C'est un seul morceau, il faut l'enlever dans... Ouais. Donc il faudrait carrément tout retirer. Tu as envie de le faire physiquement ou juste le mentaliser? Mentalement, ça suffit. Ok. Alors imagine, tu retires toute cette armure, tu la mettrais où dans l'espace, physiquement? Je la laisse juste tomber par terre. Tu la laisses tomber par terre, là. Ce serait bien là? Ouais? D'accord. Du coup, comment tu te sens sans armure? Nul. Bon, je te rassure, nous, dans l'état de conscience ordinaire, on te voit habillé, on est d'accord, hein? Mais du coup, Christophe, là, tu le vois, lui, dans sa forêt, un peu nu, quoi. C'est ça? Oui, pas ça, il faut comprendre de façon plus imagée. Ouais, bien sûr. Ah, c'est plutôt en métaphore. Ok, moi, j'étais littéral, hein. Je suis désolé. Alors, ris pas trop, parce que derrière, suggestion. Hein. D'accord? Du coup, ce que je vais te proposer maintenant, c'est que vu qu'on a retiré le vieux comportement, il est là, t'es d'accord? On va juste garder ce qui était utile. Tu m'as dit que tu te sentais nu. Bah nous, en fait, on va garder juste ce qui est utile. C'était peut-être la capacité à se sentir en sécurité ou protégé. Ton avis, c'est ça? Ou c'est autre chose? Plus c'est une plus grande liberté de mouvement, c'est la légèreté. C'est ce que je voulais, la légèreté. D'accord. Alors, ce qui est génial avec les personnes résistantes, c'est que quand elles ont retiré leur code de maille, c'est plus facile. Ça vous l'a déjà fait quand on porte des choses un peu trop lourdes, quand on les met au sol, on se sent plus libre, plus léger. Ça a dû te le faire à un moment donné quand tu as déposé des trucs, un jour. Ça a dû t'arriver. Hein. Je ne sais pas exactement à quoi tu penses, mais ça, tu l'as fait, d'accord? Et ce sentiment de légèreté, il s'est déjà produit plusieurs fois. Ça veut dire que ton automate, il est capable de le reproduire. Ce que je vais te demander, maintenant, c'est d'imaginer quelqu'un qui représente un mentor en termes de confiance en soi. Quelqu'un qui représente quelque chose de positif au niveau de tes valeurs. Quelqu'un que tu puisses admirer. Ça peut être quelqu'un de célèbre ou pas du tout. Mais quelqu'un qui ait du charisme, qui puisse en fait t'inspirer au niveau de la confiance en soi. C'est qui vient en premier? La première personne qui vient. Qui c'est qui t'inspire vraiment au profond de toi-même? J'ai une image d'un personnage, mais je ne sais plus son nom. Vas-y, décris-le-moi si c'est ok. Partir un peu du folklore chinois. Ouais. Il faisait quoi, ce personnage? Je ne sais plus son nom. Pas grave. T'arrives à le voir? Tripitaka, je crois, c'est le roi singe en fait. Tripitaka, le roi singe. Qu'est-ce qui t'évoque, ce Tripitaka, le roi singe? Bah, il est insoumis, il est rebelle, il est malin. Lui, on lui fait pas, quoi. Il sourit, il est rebelle, il est malin. Ouais. Alors là, je vais demander à ton inconscient, c'est de se rappeler toutes les situations où il a vu Tripitaka. En fait, il va l'analyser. Alors là, ce que je vais demander à ton inconscient, je peux toucher cette épaule, on est d'accord? C'est en fait d'ancrer tout ça, de mettre à jour les programmes et de s'inspirer de son nouvel animal, hein. Tripitaka, ça te va? Et de s'inspirer en fait de toutes ses qualités de confiance en soi, d'esprit rebelle, il sait ce qu'il veut, on lui fait pas, hein. Et d'intégrer tout ça au plus profond de toi-même, comme une partie de toi-même. C'est d'accord? Et maintenant, je vais te demander d'imaginer le nouveau Christophe dans ses situations quotidiennes, au boulot, à la maison, et en fait qui développe son Tripitaka intérieur. Qu'est-ce que c'est qui change? Qu'est-ce que c'est que tu vois en premier dans l'attitude, en intégrant ton Tripitaka? Nourrir. Ouais. Et après?
que ça, du rire, du sourire, de l'espièglerie. Du rire, du sourire, de l'espièglerie. Et tu arrives à te voir dans les différentes situations. On a été grand ce rire, cette espièglerie. Et moi, ce que je vais demander à ton inconscient, rappelle-toi, c'était un renard tout à l'heure, c'est qu'il revienne au premier plan, qu'il observe Christophe qui a intégré son Tripitaka, avec le rire, cette espièglerie, cette capacité à se sentir bien et rebelle, confiant en lui, et d'identifier tous les déclencheurs de l'ancien comportement qui générait le manque de confiance. Et que là, le renard, en fait, il y accroche à l'ancien comportement qu'on peut représenter comme des chaînes. Bah, vu qu'on a retiré tout ce qui était un peu trop lourd, comme la côte de maille, bah, lui, il va récupérer juste ses fils pour y accrocher le nouveau comportement, la nouvelle protection, pour déclencher le nouveau comportement dans le moment adéquat et le contexte adéquat. Et quand c'est fait, il fait un signe particulier à son rythme. Et dis-moi à quoi ressemble maintenant ce nouveau vêtement. Par le fil. C'est quoi le premier vêtement qui te vient là? Pour te sentir à l'aise, protégé et serein. Une chemise. Une chemise? Tu vas la mettre quand? Cette chemise qui représente ta séance. Je vais la mettre quand? Ouais. Tu vas en acheter une neuve ou tu vas prendre une ancienne que tu vas mettre différemment à l'endroit quand même. Je vais en prendre une nouvelle. Une nouvelle? Tu vas l'acheter quand cette chemise? Samedi. Donc tu vas l'acheter samedi et tu vas l'utiliser, cette protection, cette manière espiègle, un peu rebelle. Dans quelle situation en premier? Une protection. Ah, pas protection. C'est pas une protection, hein? Non. Vous avez vu ce qui s'est passé? on a quelqu'un qui est rebelle. Hein. Aujourd'hui, c'est ma journée des rebelles et des résistants. Comment vous le sentez dans cette expérience, qui n'était pas une expérience facile? Aujourd'hui, je vous le dis, je suis dans la séance des résistants et rebelles. Comment on traite les résistances? Qu'est-ce que vous avez vu dans la manière de faire? On peut détourner l'attention, on peut reprendre l'obstacle pour le mettre à l'avantage de la séance. Exemple, là quand même, il utilise toute sa résistance pour dire j'ai pas envie de me sentir protégé, j'en ai pas besoin quoi. Par contre, c'était ce qu'il avait besoin au tout début quoi. Donc du coup, pas mal quoi, avec la côte de maille et compagnie. Ce que tu veux, c'est te libérer de tout ça. Oui, c'est une défense, mais c'était pas. Enfin, je sais pas, c'est parti dans une direction où j'ai suivi, quoi, mais bon. Pas fait exprès, quoi, t'as J'ai suivi. pas pu suivre jusqu'au bout non plus. Je visualisais bien cette côte de maille, enfin, cette carapace à faire tomber, quoi. C'est des mécanismes de défense, un peu, mais. Après. Rien à voir avec les défenses. Les défends. Du coup, c'était les mécanismes, en fait, de défense que tu voulais te retirer? Bah là, je me sentais raccord avec des situations personnelles. Comment tu t'es senti dans l'expérience? Ouais. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous ait impacté, vous? Vu ou entendu ou ressenti dans l'expérience pour clôturer? À un moment donné, moi, je l'ai vu sourire. J'ai vu son visage s'apaiser, s'illuminer un petit peu, s'il y avait de la joie. Est-ce que tu as vu à quel moment ça s'est passé? Je me souviens plus. Si, c'est au moment où il a enlevé sa côte de maille, un peu de temps après, je crois. Est-ce que c'était au moment où il me demandait de chercher des. Ou alors c'est quand il a trouvé son héros, peut-être. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là? Oui, c'est quand il a trouvé son héros. Tripitaka, il est pas mal, quoi. Je vois pas en fait comment il est. Je regarderai. Le roi singe. Il y a un vieux dessin animé qui s'appelle Le Roi Singe. Et c'est un personnage vraiment, vraiment sympa. Il te touche celui-là. Ouais. Ah, vous pouvez l'applaudir. Vraiment merci. Hein. C'est pas évident de faire ce travail là et puis. Ouais, merci. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence? Qu'est-ce que c'est qui vous a marqué, interrogé, ou qu'est-ce que vous avez retenu, pris pour vous? Avec quoi vous partez? Là, je trouve des questions assez hyper ouvertes en fait. Ça demande quand même une certaine imagination, parce que même moi, j'essaie de me projeter dans cette situation. C'est vrai que, il faut vraiment imaginer un truc assez particulier, quoi. Et ça allait tout de suite là, qui, vous voyez, ça demande tellement
ça focus pas excessivement sur un truc, et du coup, ça laisse tellement de possibilités qu'on se fait trop choisir. Il y a des personnes en fait qui vont avoir besoin d'être guidées, et il y a des personnes, on va leur dire, la première personne qui viennent, elles pourront dire, je sais pas, Obama, Mandela. Elles l'ont déjà, c'est plutôt les personnes en fait créatives ou qui ont une capacité à utiliser l'imaginaire. Puis il y en a, on va devoir avoir besoin de les guider. C'est ça ou c'est ça. Et là, c'était peut-être un peu plus guidé. Moi, je préfère laisser en ouverture les suggestions, plutôt que fais ci, fais ça. Et ce qui était marrant, c'est qu'à la fin, j'ai essayé de faire du fais ci, fais ça. C'est rebellé. Laisse-moi, j'en veux pas de cette chemise. Donc merci à toi. Ça me fait progresser dans le travail des résistances, mine de rien. Chaque personne a une manière de vivre l'hypnose et de réagir aux suggestions différentes. Et aussi, c'est un mécanisme de fonctionnement, les défenses. Donc déjà, si tu as pu en déposer un petit peu, pas tout, garde-en, c'est bien pour... Ça peut être utile dans certaines situations, mais c'est déjà pas mal. Et est-ce que cette conversation, il aurait pu l'avoir de manière, comme vous et moi aujourd'hui, les yeux ouverts, etc. Tu parles en termes d'hypnose. Moi, peu importe s'il ferme les yeux ou s'il les ouvre. Là, l'avantage quand il les ferme, c'est qu'en fait, il ne vous voit pas, donc il est plutôt dans un monde intérieur. On pourra approfondir plus facilement en théorie. Mouline. Mais du coup, en fait, ça peut être avec les yeux ouverts. On peut discuter avec quelqu'un, la personne a le regard fixe, et poser des suggestions, ou même en discutant en apparence normalement. Là, vous avez eu beaucoup d'hypnose conversationnelle. Il y a eu beaucoup de suggestions. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Côté métaphorique, où tu racontes une histoire quelque part avant justement de l'amener vers des choix ou la présentation. Ouais. Alors, dessous, là, vous ne le voyez pas. Peut-être ceux qu'on a formés, mais là, je ne pense pas sur ce cursus. Technique en ericksonien, on appelle ça une transformation hypnotique intérieure. Donc derrière, il y a un protocole là, que je vais faire, qui est plutôt positif, pour transformer en fait un vieux comportement limitant en quelque chose de positif. Donc là, il y a une technique, en utilisant une métaphore et en lui laissant des choix, un petit peu dirigés, et des rébellions, et du coup, il y a une technique. Et les métaphores, ça permet de connecter aussi à l'imaginaire, selon les personnes. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Avec quoi vous partez? La difficulté à répondre à des questions ouvertes fait que on se rend compte aussi qu'on a tendance à peu prendre de recul sur nos opinions, etc. et de se demander, qui est une figure inspirante pour moi? On peut se dire, en fait, je mets longtemps à chercher alors que c'est des questions que j'aurais peut-être dû me poser avant. Ça renvoie à quoi cette question, à votre avis? Le mentor ou la figure importante pour vous, ça renvoie à quoi? C'est les valeurs. On a commencé par les valeurs, on clôture par les valeurs, moi ça me va bien. Alors Erickson, lui, il s'en servirait pour faire une parenthèse. Et vous direz, quand on a fait une parenthèse, on a tendance à l'oublier consciemment. Quand vous lisez un livre avec une parenthèse, vous retenez l'ensemble global, mais le milieu, en fait, vous avez tendance à le zapper. Et lui, des fois, en fait, il faisait des conférences. Les personnes, c'était super, mais j'ai l'impression d'avoir zappé des trucs consciemment. En fait, il leur faisait la technique de l'amnésie, une métaphore encastrée, des parenthèses. Et là, en fait, on clôture la parenthèse sur les valeurs. Par contre, votre inconscient, lui, va travailler. Donc du coup, en fait, quand vous pensez à un mentor, c'est ce qui réveille au niveau de vos valeurs et peut-être des qualités que vous souhaiteriez développer en vous dépassant. Donc je vous invite à faire dans les quelques jours, pour tous, identifier vos valeurs pour donner du sens, si vous le souhaitez, c'est une proposition, et pensez à qui c'est les mentors dans votre vie, les personnes qui vous inspirent. De manière à ce que ça puisse ancrer tout ça et vous permettre d'avancer dans la direction que vous choisissez. Encore quelqu'un qui aurait retenu quelque chose pour clôturer? Ne dites pas que j'ai fait l'amnésie et que ça marche. Alors vous pouvez vous applaudir.